Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de te retrouver pour une interview passionnante. Franchement, j'ai enregistré pas mal d'interviews ces derniers temps. Je les diffuse petit à petit. T'as dû en voir déjà passer sur la chaîne YouTube ou sur le podcast du photographe. Je trouve que les interviews, c'est puissant parce qu'on va vraiment dans la tête, dans l'imaginaire des personnes pour comprendre un petit peu déjà leur histoire, pourquoi ils sont arrivés là où ils en sont, et puis pour comprendre un petit peu aussi leur philosophie, comment ils construisent leurs images, voilà, comment ils font tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je suis avec Clémentine. Clémentine, son travail est ouf. Tu vas le voir, si tu la connais pas, tu vas pouvoir aller voir sur Instagram ce qu'elle fait. Il y a un côté très artistique, il y a un côté tableau. Il y a une démarche qui est profonde, qui vient de son enfance aussi, de son attrait pour le dessin, pour la peinture, pour l'art de manière générale. Et tu vas voir un petit peu son processus de comment elle arrive à créer une expérience qui est forte, parce qu'il y a un côté très introspectif dans ses images, pour les personnes qui viennent faire des photos avec elle, et comment elle arrive à mettre son univers, à mettre ses goûts, ce qu'elle aime dans ses images pour arriver à faire un bon fit, un bon match, parce que je trouve que c'est important avec ses clients, ou même si c'est pas des clients, de comment on arrive à la fois mettre une part de nous qui est fondamentale et à arriver à laisser la place, laisser le cadre, laisser l'espace pour que les personnes puissent s'exprimer vraiment comme elles sont pour avoir un résultat qui correspond aux deux parties. Donc tu vas voir tout ça. L'interview était passionnante, j'ai pris un plaisir énorme à enregistrer cet épisode et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Bonjour Clémentine. Bonjour. T'as la pression ou pas d'être là? Un petit peu, oui. Bon, trop bien. Non, ça va, on gère. Je suis trop content de t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve que ton travail il est ouf. Merci. C'est la pommade au début de l'interview. Non, je trouve que c'est vraiment beau ce que tu fais. On a parlé un petit peu avant. Il y a un côté hyper cohérent, une esthétique que je trouve hyper travaillée. Un rendu qui est quand même particulier, tu vois, c'est pas quelque chose de commun, on voit pas ça partout. Et donc parfois dans le podcast, j'ai des photographes qui font de la photographie sociale et tout, tu vois, qui sont en mode installé, grossesse, tout ça. Et là, j'avais vraiment envie de montrer une photo plus artistique, une photo peut-être aussi, alors j'allais dire plus travaillée, c'est pas gentil pour les autres, c'est pas question de plus travailler, mais en tout cas avec une recherche peut-être esthétique, quelque chose de différent. Comment t'es venu à faire ce type de photo? Je dirais que c'est un peu un accomplissement. C'est une technique de photo, un univers qui regroupe absolument tout ce que j'aime depuis toute petite. J'ai pas du tout fait d'études de photo déjà. Et par contre, j'ai fait plusieurs écoles d'art qui ont toujours eu un rapport avec l'image, avec la composition, le narratif, qui a clairement qui a laissé une trace dans mon travail. Et d'abord, si je devais vraiment raconter l'histoire de comment j'en suis arrivée là, alors les origines. Si tu veux, je te retrace un petit peu l'histoire. Vas-y, c'est hyper intéressant. Parce que j'imagine que, tu vois, quand tu dis le côté art, les écoles d'art et tout, j'imagine que ça a eu un impact énorme par rapport à ça. Ouais. Et peut-être que ça vient aussi d'avant. Ouais, alors déjà, depuis toute petite, effectivement, j'avais vraiment un attrait pour l'art. Je savais pas faire grand chose d'autre en fait. J'étais très mauvaise à l'école. Je misais tout sur l'art d'une manière générale. J'adorais l'art plastique, la musique. Enfin vraiment, je ne vivais que pour ça. J'allais à l'école que pour ça. Et c'est trop bien. Ouais, mais genre j'étais nulle en maths et en histoire. Mon père, mon père a honte de moi, mais c'est pas grave. Mais voilà, l'histoire de l'art par contre ça va. Donc après le lycée, après le collège, je suis allée faire un lycée artistique pour faire de la communication visuelle. Ah ouais, d'accord, trop bien. Ouais, ça c'était en Bretagne. C'était filière technique du coup un petit peu. Ouais, c'était un CAP et un bac pro en communication visuelle et plurimédia. C'était vraiment la seule orientation vers laquelle je pouvais aller parce que vraiment j'avais pas la moyenne, j'étais pas une très bonne élève. Enfin tout ce que je voulais c'était créer. Et avoir un lycée pro comme ça, c'était un peu une aubaine pour moi quand même. Donc, à la fin, je trouve que le système éducatif, il est pas fait pour les gens clairement, qui rentrent pas dans le moule, qui ont pas une moyenne partout. Et, ouais. Je suis jamais rentrée dans le moule. Vraiment, j'aborde les choses, les sujets. Enfin, j'ai une sensibilité, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais qui correspondent pas du tout au moule, quoi, à ce qu'on attend dans la société. Et donc, à part des études d'art, en fait, c'était impossible pour moi de me retrouver quelque part. Donc, je me retrouve à faire ce lycée en communication visuelle. C'était pas les études de mes rêves, mais j'étais clairement mieux là qu'ailleurs. Même faire un bac L, j'en aurais rêvé, mais j'avais pas la moyenne pour, donc c'est pas grave. Un CAP et un bac pro, c'est très bien.
Et sortie de là, j'ai fait 1 an de Beaux-Arts. Ça a été le regret. Ah ouais, vraiment. Je crois que t'allais me dire, ça a tout changé. Ah non, pas du tout. Enfin, oui, quelque part, ça a tout changé parce que ça a été un peu une année de transition pour moi, parce que les Beaux-Arts, je rêvais de faire ça depuis que j'avais genre 10 ans. Et ça a été la grosse désillusion, en fait. C'était pas du tout ce que j'attendais. Après, il faut savoir quand même que chaque école de Beaux-Arts a une spécialité, et ils abordent tous les choses de façon différente. Et les Beaux-Arts où j'étais, c'était à Lorient. Et j'avais choisi cette école parce qu'ils sont plutôt orientés BD et images, donc dessin, et j'adorais dessiner. Tu faisais donc, beaucoup de dessins depuis toute petite, du coup? Ouais. Vraiment, je pensais que j'allais percer, percer dans le dessin, et au final, pas du tout. Mais indirectement. Indirectement. Sur des photos, je trouve que ça fait on dirait des tableaux. Hein, justement, je pense que chaque école par laquelle je suis passée, chaque période que j'ai eue, par exemple dans le dessin, ont laissé une trace dans ma façon de photographier aujourd'hui. Et donc les Beaux-Arts, grosse désillusion, pas du tout pour moi, une approche beaucoup trop contemporaine, qui convient qui convient à beaucoup d'artistes, mais vraiment pas à moi, qui est une approche très presque à l'ancienne, quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment cette image des Beaux-Arts, comme on voit sur les vieilles photos des premiers Beaux-Arts, où tout le monde est autour du modèle vivant, et il y a une approche très académique. Enfin, moi, c'était vraiment mon idéal des Beaux-Arts, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et bon, c'est pas grave, hein, mais ça me correspondait pas, quoi. Donc, est-ce que j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas, en fait, qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on imagine et la réalité, parce qu'on se fait tout un fantasme derrière, il y a un côté historique parfois et tout. Et tu vois, moi j'ai eu plusieurs fois des stagiaires, donc à un niveau de démarrage, qui étaient en école de photo, et qui me disent, en fait, on est hyper déçus parce qu'en fait, on y va pour apprendre la photo, et finalement, en fait, c'est très technique. Donc il y a toujours je pense qu'avec le côté scolarité, il y a toujours un décalage entre la réalité du terrain, nos envies parfois, nos aspirations, et ce qu'on apprend de manière un peu basique, quoi. Clairement, et d'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais remercier mes parents qui m'ont empêché de faire une école de photo. Ah ok, d'accord. Parce que je voulais faire un lycée de photo, et ils m'ont dit non, Clémentine, ne fais pas ça, c'est une phase. Énorme. C'est bien. Alors enfin, j'étais pas contente évidemment au début, mais le fait de ne pas avoir étudié, de ne pas avoir fait d'école de photo, c'est ce qui m'a permis de ne pas être dégoûtée de la photo, je pense. De pas te formater aussi, peut-être, parce que tu aurais fait de la photo sociale ou du studio. Est-ce qui me passionne pas, et je me serais dit la photo c'est pas pour moi, et puis aujourd'hui je serais pas là. Et donc voilà, toutes les études artistiques par lesquelles je suis passée m'ont dégoûtée du dit métier. Donc j'ai fait les Beaux-Arts, et après j'ai fini par faire une école de cinéma d'animation. J'avais le choix entre faire une école de cinéma classique, enfin cinéma, ou alors de cinéma d'animation. Tu restais dans le dessin quand même, du coup. J'ai vraiment hésité, j'ai été prise aux 2 concours, et je savais pas quoi faire. Est-ce que je m'oriente vers l'image, vers l'appareil photo, vers la caméra, ou vers le dessin? Et après longue discussion avec ma mère, c'est vrai qu'on s'est dit quand même, dans toute ma vie, j'ai toujours fini par retourner au dessin. Le dessin, c'est quelque chose d'hyper stable dans ma vie, qui a toujours été là, en premier plan, en second plan, il a toujours été là. Donc j'ai choisi le cinéma d'animation, et je regrette pas du tout. Ça a été vraiment des années absolument géniales. Là, c'était chouette. C'était vachement bien. C'était vachement bien. J'ai fait des rencontres amicales extraordinaires que j'ai encore aujourd'hui. Vraiment des très très belles expériences. Pour autant, une fois les études finies en animation, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que ça me plaisait, mais c'est les stages que j'ai fait en boîte de production m'ont un petit peu dégoûté du métier, parce que une fois encore j'avais une vision très idéalisée du film d'animation. Évidemment, quand on rentre en film d'animation 2D en plus, donc dessin par dessin, on rêve de faire du Ghibli, du Miyazaki, évidemment. Voilà.
Mais en fait, bah, pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. On fait pas de patrouille. On fait pas de patrouille, on fait des petits dessins animés, enfin, pas du tout dans mon univers, en fait. Et on se retrouve à faire je sais pas, des pubs pour la GMF, des trucs comme ça. J'en ai fait plein. Ouais, c'est pas sexy, exactement. Et c'est intéressant. Hein. J'ai fait ça du coup en stage pendant 3 mois, des petites pubs. J'ai eu l'occasion de faire des projets vachement plus intéressants aussi. Un projet sur Gauguin pour Arte. Ah, ok, Enfin, ça, bien. c'était vraiment cool. Mais en fait, c'est un dixième du métier, quoi. Ouais. Et je suis quelqu'un qui est quand même très très dur dans mes objectifs. Et je pouvais pas me dire 9 dixièmes du travail Ça du marche métier. pas, quoi. Ça, C'est hyper intéressant, tu vois, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, de comment... je vais te poser la question différemment. Il y a beaucoup de photographes, je trouve, tu vois, qui par exemple me disent je fais du mariage, non pas parce que ça me plaît, mais parce qu'il faut faire du mariage, tu vois. Un petit peu, parfois, c'est un peu cliché. non. Et moi, je pense qu'il faut surtout pas faire ce que tu n'as pas envie de faire, tu vois. C'est clair. Ouais. Je pense que c'est utopique peut-être d'imaginer, je sais pas, 100% de tout son temps consacré à que les trucs qu'on kiffe, tu vois. Mais je pense que si t'as pas 80% de ton temps qui est consacré à des trucs que vraiment tu surkiffes, t'es pas au bon endroit, tu vois. Je suis complètement d'accord. Toi, Ouais. comment t'as cette conscience-là? Tu l'as eu tôt? Comment tu t'es dit dans tes choix? Non, attends, là, ça me déplaît pas, mais j'ai pas envie de faire des pubs pour TF1. Je préfère faire un truc vraiment qui m'anime profondément, tu vois. Parce que j'ai une mauvaise santé. Ok. J'ai beaucoup de problèmes de santé chroniques depuis que je suis née. Et je pense que ça me donne une envie de profiter de mon métier. Enfin, par exemple, je peux pas avoir un métier et une passion à côté. Parce que j'ai plus l'énergie, c'est l'un ou l'autre en fait. J'ai si peu d'énergie de base que si mon métier n'est pas ma passion, il faudra que je choisisse entre les deux en fait, la passion ou le métier. Et je peux pas faire un 35 heures pour gagner ma vie dans un métier qui me plaît pas et puis rentrer chez moi, faire mes petits trucs le soir et me dire bon ok ça va, c'est cool quand même, j'ai du temps et de l'énergie pour réaliser les trucs qui me passionnent. Non, c'est pas possible. C'est trop bien, la vie te laisse pas le choix en fait. J'ai pas le choix, voilà. Oui, c'est vrai que voilà, vu comme ça, déjà c'est vachement plus positif que ce que je peux vivre au quotidien. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas de contraintes et du coup qui s'épuisent et qui sont malheureux, alors que bon, j'imagine que c'est pas cool d'avoir des problèmes de santé, mais du coup en fait ça te pousse à faire quelque part voilà, ça m'a poussé à trouver ma voie. J'avais pas le choix. Soit j'étais malheureuse, je vivais ma vie, je gagnais ma vie normale et puis basta. Et soit je faisais quelque chose qui me passionne. Je vais galérer, c'est sûr, mais on y va. Et j'ai choisi cette voie-là. Parce que à chaque fois que je faisais un métier qui me plaisait pas, je travaillais à la SNCF. Tout doux. Tu faisais la voix de la SNCF? Non, j'allais lui faire une imitation, mais non. Non, mais j'étais à l'escale et à la vente. Et je m'en suis jamais pris autant dans la gueule. C'était affreux. Clairement, enfin, moi, j'ai pas les boules pour travailler à la SNCF. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Ça a été mon boulot étudiant aussi pendant plusieurs années. Waouh. Waouh. Quand j'ai terminé mes études en animation, j'ai pas trouvé de métier de poste dans le métier directement. Donc, je suis allée travailler à la SNCF pendant quelques mois. J'ai pas renouvelé mon contrat. Hein. Enfin, pour ma santé mentale, j'ai pas renouvelé mon contrat, clairement. Tu pensais pas à la photo à l'époque du tout? Bah non, parce que j'avais vraiment à cœur de trouver un métier dans l'animation. Pendant quelques mois, j'ai quand même envoyé des CV un peu partout, sans être pleinement convaincue, parce que vraiment le stage de fin d'année m'avait un peu dégoûtée. Mais voilà, c'était un peu pour mes parents que je le faisais, parce qu'ils m'avaient payé les études. Enfin, j'avais un espèce de devoir envers eux, enfin une dette. Et j'ai essayé, mais comme je m'y mettais pas complètement du mien, je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas marché. Je savais c'est pas ça que... Je savais. Et oui, pourquoi je parlais de métier avant. Voilà, à chaque fois que j'exerçais un métier qui me plaisait pas, strictement à chaque fois, au bout de 2-3 mois, je tombais malade. Mais genre malade hôpital. Ton corps il te le dit quoi. Voilà, mon corps me le dit, donc je peux pas me permettre de faire un métier qui me plaît pas, parce que mon corps me dit non. C'est ouf la puissance du corps. Ah ouais, vraiment. Donc voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde complètement, un métier dans lequel je suis épanouie, où je puisse suffisamment gagner ma vie correctement. Je n'attends pas à gagner des 100 et des 1000, mais juste correctement pour pouvoir vivre. Et me dire, c'est ma passion, je suis contente tous les jours de me lever. C'est déjà une vie ouf en fait. C'est ouf, mais c'est ouf. Tu vois, d'avoir ce qu'il te faut et de prendre du plaisir à te lever tous les jours, c'est déjà énorme. C'est ça, et c'est un énorme challenge. Enfin, je sais que je suis hyper chanceuse dans ma vie d'avoir pu me construire en fait mon métier sur mesure.
Et Ouais, après, tu as fait ce qu'il fallait aussi, j'imagine. On va peut-être en discuter, mais ouais, ça va venir tu après. vois, moi, j'y crois. Je pense qu'il y a une part de chance qui existe, c'est sûr, parce que des rencontres, des opportunités, des choses comme ça. Par contre, moi, je crois profondément que il y a personne qui est où il est par le plus grand des hasards sans rien faire, tu vois. Tu vois, rien que le fait de faire le choix de dire à un moment, je veux plus cette vie-là, ou je prends cette direction plutôt qu'une autre, bah, c'est pas évident à faire parfois, et c'est ce qui dirige, qui dicte un petit peu où on en est plus tard, quoi. Donc, Ouais, complètement. Complètement. Et le moment qui a tout changé dans ma vie. Ouais, vas-y, le moment. Le moment, c'est le premier confinement. Ah, ok. Ouais, parce que à l'époque, j'étais retournée vivre chez mes parents après mes études. Alors déjà, c'était compliqué hein, parce que on va dire que j'ai quitté le toit de mes parents à 16 ans d'abord pour aller faire un internat en CAP. Ouais. Et après, j'ai eu mon premier appartement à 18 ans, toujours dans le même lycée. Donc, mais bon, à partir de 16 ans, déjà, j'étais plus vraiment sur le toit de mes parents à part le week-end. Et retourner chez eux à 25 ans, c'est dur. Bah, c'était un peu compliqué, quoi, parce que c'était chez eux, je me sentais pas complètement chez moi, voilà, c'était un rythme, et puis c'était une ville que j'aimais pas du tout, par des mauvaises expériences, par voilà, des choses dans la vie, et donc retourner là-bas, retourner chez mes parents, c'était compliqué psychologiquement. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Et j'avais la chance quand même d'avoir des parents qui acceptent que je revienne chez eux. Enfin, oui. Quand même, tout le monde n'a pas cette chance. Oui, c'est pas parce qu'on a la chance qu'on doit tout accepter non plus. Hein. Attention, ils regardent ça, mes parents. c'est vrai. On va faire couper l'extrait et puis on leur enverra. Je t'aime, papa, je t'aime, maman. Mais donc voilà, je suis retournée chez mes parents. Donc c'est là que je travaillais à la SNCF. Donc j'envoyais des CV régulièrement et mes parents ont été très patients parce que j'ai d'abord essayé de percer, enfin quand je dis percer, c'est-à-dire essayer de vivre de quelque chose, donc d'abord dans l'illustration. Donc à côté de la SNCF, je faisais des illustrations le plus souvent possible. J'ai essayé de lancer des boutiques en ligne avec des prints de mes illustrations. J'avais un Instagram pour ça. Ça décollait pas. Et moi je perdais la motivation. Chaque illustration que je sortais, je mettais beaucoup de temps à la faire. Et vu le temps passé dessus, j'avais pas les retours j'avais pas suffisamment de retours pour estimer que ça marchait. Aujourd'hui, quand je regarde les illustrations que je faisais à l'époque, je pense pas que ce soit de la mauvaise qualité, hein, je pense que c'était ok, mais j'ai pas su trouver mon public. J'étais majoritairement suivie par des étudiants qui sont fauchés. J'avais pas. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ouais, après, c'est des expériences aussi dans la vie. Hein. Ouais. Et je suis quand même contente d'être passée par là aussi, parce que toutes ces expériences, finalement, que ce soit dans la communication visuelle, les beaux-arts, mon école d'animation, dont la plus grande expérience que je retiens, c'est les cours de modèles vivants. Qui ont été... J'imagine qu'avec ce que tu fais, ça a dû t'aider, ça. Ah, c'était génial, C'est vraiment... C'était mon cours préféré, j'adorais tous les autres cours, mais celui-là, il y avait quelque chose une approche hyper académique, justement. Enfin, on avait 3 cours de modèles vivants, avec des approches très différentes à chaque fois, et il y en avait un qui avait une approche très, très académique, et ça a été une révélation pour moi, c'était la façon dont je voulais vivre les cours de modèles vivants depuis toujours, donc dont j'idéalisais les cours de modèles vivants, et voir les modèles... arriver le matin, c'est très décousu ma façon de le raconter. Hein, non, c'est très clair, je trouve. non, c'est... En tout cas, moi, je suis... Alors, on est un peu là, on est un peu là-bas, voilà. Mais non, c'est très clair. Et ouais, arriver à 8h du matin en cours, et quand t'es pas réveillé, et là, t'as un modèle à poil devant toi, et tu te dis, bon, bah, let's go, on va dessiner pendant 4 heures ce modèle. Des fois, c'était un peu dur, hein, quand même, à 8h du matin, surtout quand t'y vas du matin, mais... Même après 3 cafés. Même après 3 cafés, ça suffisait pas, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est comme toutes les études. Hein. Quand tu commences à 8h du matin, c'est dur. C'est toujours dur. C'est clair. Quand on n'est pas du matin, ouais. Oh, oui. Juste une petite question. Est-ce que tes parents, ils sont dans le milieu artistique, ou ils ont une appétence à ça, ou pas spécialement Mes parents sont douaniers, tous les deux. Ok, d'accord. Donc rien à voir. Alors rien à voir dans leur corps de métier. Après, ils ont une sensibilité pour l'art quand même. Ils font de la musique tous les deux. Ils ont un groupe. Tout le monde fait de la musique en fait dans la famille. Toi aussi?
Je fais, Ah. je fume, j'ai fait de la batterie quand j'étais un peu plus jeune, parce que c'était un peu le seul instrument qui manquait pour faire un groupe avec la famille en fait. Et puis j'aimais bien ça quand même, donc Ouais. j'ai pris des cours pendant quelques années, et puis bon, ça n'a pas été, j'ai arrêté. C'était pas mon truc, j'ai essayé le chant aussi, mais c'est intéressant d'ailleurs de me poser cette question parce que quand je faisais de la batterie, il y avait quelque chose que j'aimais bien, c'est que j'étais en arrière. J'étais Ah. pas sur le devant de la scène et j'aidais. Enfin, le rôle du batteur, c'est aussi quelque part aider à mettre en avant le chanteur, le guitariste, le bassiste. Et ouais. Il y a un rôle d'arrière-plan, mais qui est hyper important. C'est une base super solide. Sans batteur dans un groupe de rock, enfin, c'est Le compliqué. rythme, C'est et super ouais, ouais, compliqué. ouais. Donc, le batteur est nécessaire, mais c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Et moi, c'est ce rôle-là que j'avais choisi. Quand j'ai essayé le chant, j'ai trop stressé. J'ai pas T'es pu trop devant de la trop scène. devant, ouais. Ouais. C'est marrant un temps, mais ça me correspond pas en fait. Je suis pas faite pour être mise sur le devant de la scène. Par contre, j'adore être derrière et mettre en avant les autres. Ah, Et déjà, il y ouais, a trop quelque bien, chose ouais. qui se mettait en place par rapport à la photo. C'est toute ma vie, ça a été comme ça. J'ai toujours été en arrière, dans le désir de vouloir mettre en avant les autres. Mais en même temps, les autres seraient pas mis en avant sans moi non plus. Enfin, Je trouve que c'est ouf parce qu'en il y a fait, quelque chose comme ça. dans tes images, il y a un côté très tableau, justement. Mm. Et finalement, dans le type d'image que tu fais, dans les tableaux, en tout cas moi, la référence que j'ai de ces tableaux-là, c'est toujours des tableaux où le peintre, il fait une mise en avant des corps, des personnes, dans leur espace, dans leur environnement, avec un peu une scénographie et tout. Et Ouais. ça correspond exactement à ce que tu dis, quoi. Bah, exactement. Ah, Je pense vraiment que c'est l'essence ah, de ma personnalité, en fait. énorme. Je suis pas quelqu'un qui veut spécialement se mettre en avant. D'ailleurs, j'ai conscience d'avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, je le vis pas très bien. Bah, c'est vrai que t'as trois caméras autour de Ah toi. non, c'est vrai que je le vis pas tous les jours très bien. C'est sujet à beaucoup de crises d'angoisse, mais en même temps, je suis reconnaissante d'avoir Ouais. autant de personnes qui suivent mon travail. Waouh! Mais ça me met enfin, je me mets toute seule hein, la pression. Oui, parce que les gens, ils Hum, sont là parce qu'ils apprécient ce que tu fais, et voilà. Ah, ça me touche beaucoup, hein, mais voilà, j'ai toujours un peu de mal à le réaliser. Mais bon, bref, voilà, donc la musique. Ok. Et donc mes parents sont douaniers, mais ils ont une sensibilité pour l'art au travers de la musique notamment. Et ma mère aussi a beaucoup de sensibilité, c'est elle qui m'a initiée un peu à l'art. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de bricolage avec elle, beaucoup de Ok. peinture, beaucoup de choses comme ça. Je l'ai vu peindre aussi quand j'étais petite. Et je me rappelle, je sais pas, j'ai un souvenir très, très, très net dans ma mémoire. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma jeunesse, mais ce souvenir-là est gravé en moi. C'est cool. C'est bête, hein, c'est un bête souvenir, mais on était chez mes grands-parents et c'était une époque où ma mère aimait bien faire de la peinture. Et après manger, le soir, elle était en train de peindre les fleurs dans le jardin. Et je suis allée la voir, je devais avoir quoi, 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, je sais plus, on s'en fout. Et je vais la voir et je trouvais ça génial qu'elle peigne. Énorme. J'étais absolument Ah, absorbée t'as par. gardé cette image, quoi. Ouais, et C'est je suis ouf. arrivée avec mes feutres. Et j'ai dessiné à côté d'elle. Et comme je voulais faire comme elle avec ses pinceaux qu'elle trempait dans l'eau, je trempais mes feutres dans l'eau. Du coup, mes feutres marchaient plus. Mais, mais j'avais ce lien-là. Tu fais encore ce dessin ou... Non, pas du Non. tout, pas du tout. Mais je me rappelle très bien du tableau qu'a fait ma mère, par contre. Et à chaque fois que je le vois, je pense toujours à ce Incroyable. souvenir-là. Ouais. Et ça a été un moment hyper important dans ma vie. Déjà un partage avec ma mère, un lien très fort dans ce souvenir. Où j'ai le sentiment qu'elle m'a transmis Hmm. un goût pour l'art. Moi, j'ai cette impression-là qu'il y a des souvenirs comme ça qu'on a, qui sont positifs et négatifs, il y a les deux, qui sont hyper marquants dans la vie. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que tu sais, quand on s'en souvient 10, 20, 30, 40 ans après, c'est que forcément il y a eu un truc qui s'est passé, tu vois. bah ouais, Et dans le positif et le négatif, hein, d'ailleurs dans les deux cas. Et je trouve que c'est ouf parce que souvent il y a des trucs comme ça où moi j'en ai aussi, tu sais, tu te reconnectes et tu sais que ça a été un déclic, un truc exactement. où tu sais que après les choses elles ont forcément été différentes parce que tu as intégré un truc, tu as conscientisé quelque chose et Bah c'est tout. ça, parce que là quand je raconte ce souvenir, c'est pas un truc de ouf non plus, mais, Oui, mais pour moi mais par intérieurement c'est quoi. ça, ça a été un déclic, Ouais, ça a été hyper fort, un moment vraiment de partage avec ma mère déjà, et puis un moment où j'ai noué quelque chose avec l'art, un goût pour l'art, une intimité avec l'art en et fait. ouais. Et ça a été très très important pour moi à ce moment-là. Donc voilà, j'ai quand même des parents qui sont sensibles à l'art.
même si, désolé papa, maman, mais c'est vrai que ils ont été très ouverts parce qu'ils ont su que je ferais de l'art très tôt, donc ils étaient ok avec ça, mais ils étaient un peu largués quand même, Ouais. parce que je suis la seule dans la famille à avoir pris cette direction-là. Et ils m'ont pas lâché. Ils comprenaient pas forcément, mais ils m'ont jamais lâché. C'est chouette hein, parce que Ouais. aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus commun d'avoir un métier passion, des choses comme ça. À l'époque de nos parents, je sais pas, t'as quel âge? Je vais avoir 29 ans là. Ok, donc on a quand même quelques années d'écart, on a une dizaine d'années d'écart. Mais je pense que c'est un peu quand même des générations similaires où il y avait ce truc de. Ils comprenaient, moi non plus, ils m'ont jamais empêché, mais il y a quand même une appréhension de c'est un peu l'inconnu, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut C'est vraiment vivre ça, de ça c'est et ça, tout, tu c'était vois. plus Ouais. une peur. Mon père a un côté très, très terre à terre. Son but, c'était que je puisse manger tous les jours. Ouais, tu gagnes ta Voilà, c'est une vie, inquiétude. ouais, t'as un Et foyer, un machin. voilà, donc il a eu du mal à comprendre, il a mis du temps à comprendre ce que je faisais. Et surtout, est-ce que c'est un métier de prendre en photo les gens à poil? Ouais, C'est hyper oui, parce que particulier quand même. tu fais pas des photos de famille. Du coup, Oui, bah oui, ouais, voilà. ouais. Mais aujourd'hui, il voit que c'est vraiment un métier qui me rend heureuse, qu'on peut considérer ça comme un métier parce que j'en vis, modestement, mais j'en vis. Et voilà, j'ai un statut qui se crée, il y a Oui, des puis gens qui me socialement, suivent. dans la preuve sociale et tout, t'as du monde qui te suit. Bah Enfin, on voilà, voit que c'est un truc c'est ça. ouais, qui attire, quoi. Et je pense qu'à partir du moment où il a vu qu'il y avait vraiment des gens qui me suivaient, qu'il y avait des projets qui se mettaient en place, il y a son âme de papa qui a été rassurée. Et maintenant, il a vraiment confiance en moi. Il a toujours eu confiance en moi. Mais là, moi, j'ai le sentiment d'avoir gagné sa confiance, en tout cas. Énorme. Et avec ma mère, ça a été un petit peu plus simple. Je sais pas pourquoi. C'est Mais toujours plus simple. non, mais on a une sensibilité très commune, ma mère et moi. Et qui balance bien avec le côté très terre à terre de mon père aussi, parce que sans lui, je dirais, même sans comprendre ce que je faisais, par exemple financièrement, ils m'ont toujours vachement soutenu, ils m'ont jamais dit arrête, Ouais. genre pour ton bien arrête ou quoi. Non, non, ils savent que pour mon bien on continue. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de chance, même si ils n'ont pas été forcément très formés dans l'art et ils sont franchement des parents hyper ouverts d'esprit, quoi. Moi, je trouve que, tu vois, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, ils sont petits, mais je me dis, en fait, on n'a pas la conscience de ce que c'est quand on le vit. Tu vois, moi aussi, ils m'ont soutenu et tout. Ça demande quand même énormément d'amour de ses enfants, de détachement aussi, Ouais. je sais De pas comment on peut confiance dire, aussi. de confiance et de recul, d'arriver à dire à ton enfant, bah écoute, peut-être que moi je pense que c'est pas forcément la bonne décision, mais je crois en toi et je vais t'accompagner là-dedans. Alors que derrière, on peut avoir ses propres peurs et tout, donc ça c'est Bah ouf, quoi. exactement. Ouais. Et après mes études, là, j'ai passé 3 ans à Saint-Malo. 3 ans où j'ai essayé de me lancer dans l'animation, dans l'illustration. Ils m'ont quand même laissé vivre chez eux pendant 3 ans en étant inquiets, en se disant est-ce que Clémentine elle va réussir à sortir son épingle du jeu, est-ce qu'elle va y arriver, enfin oh là là. Et je comprends hein, l'inquiétude Ouais. qu'ils ont vécue et en même temps ils ont fait preuve d'une patience Incroyable quoi. incroyable et merci à eux parce qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai trouvé mon truc. Ouais. Et alors comment est arrivé ce truc? Ça y est, on y arrive. Oui, voilà, comment t'es arrivé du coup avec tout ça à te dire allez, je vais faire de la photo, je vais prendre des gens à poil avec des draps, un décor, des lumières. Et bah tout s'est passé pendant le premier confinement. Tu nous as fait un petit teaser Un déjà petit tout à l'heure. teaser, ouais. Déjà, il faut savoir que, encore une fois, mes parents, enfin, j'étais chez eux, donc je suis obligée de les mentionner. Ils travaillaient à Nantes, mais ils revenaient le week-end à Saint-Malo. Et Ok. donc la semaine, j'avais la maison pour moi, mais tous les Ok. week-ends, ils revenaient. Donc forcément, ça me donnait un rythme qui ne me correspondait pas. Et ils le savent, hein. Et à partir du confinement, ils sont restés confinés à Nantes. Et moi, j'avais la maison pour moi toute seule à Saint-Malo. Ah, énorme. Et ça a été Là, ça te l'occasion. convenait mieux du coup. Ah bah oui, oui, oui. Ça a été l'occasion pour moi d'investir intégralement la maison. De pas me dire à partir de jeudi soir, il faut que je m'inquiète de ranger la maison. Ouais. Enfin, non. Là, j'ai investi sans penser. Parce que t'avais quoi? T'avais le sentiment d'être bridé un peu dans le côté artistique parce que du coup tu pouvais pas laisser comme tu voulais, tu pouvais pas laisser vivre Ouais, le enfin, décor, le lieu. après, je suis quelqu'un de très parano. J'avais eu le sentiment de leur devoir quelque chose. Hmm. Et si j'avais pas accompli quelque chose pendant ma semaine, à leur raconter le week-end, j'avais le sentiment
d'être une sombre merde Ouais, d'accord, je comprends. et de les décevoir et de pas être à Ce la qui n'est pas le cas. hauteur et nanani et nanana, enfin voilà, les doutes Qu'on a existentiels, tous. voilà. Et donc en fait, le fait qu'il rentre tous les week-ends, bah je m'enfonçais toute Ouais, c'est seule. une forme de pression que tu te mettais Ouais, toute seule. ouais, exactement. Et là, comme ils étaient pas là, j'ai pu me mettre dans une forme de un mécanisme, une création, Ouais, enfin, t'avais rien à devoir à personne, quoi. ouais, Tu c'est faisais ton ça. J'ai pu truc et... prendre 3 semaines au début du confinement pour me lancer et me mettre dans un processus créatif qui méritait plus d'une semaine pour se mettre en Ouais, place, parce que quoi. ça demande à digérer, à poser les choses et tout Ouais, ça. En plus, je pense que, je sais pas, mais dans ton caractère, tu sais, il y a des personnes parfois qui sont dans un mode j'y vais, non, moi hello je suis pas. casse-pipe. Ah, je veux comme Toi, ça, moi. mais dans ton caractère, j'ai l'impression que t'es quand même plus posé, un peu réfléchi, tout ça. Donc c'est Bah, vrai que. je mets beaucoup de temps à me lancer. Après, Ouais. quand je suis lancée, ça va. Mais là, pour commencer ce projet-là, faut savoir que j'avais genre 2 amis à Saint-Malo. Et ouais. Et en plus, avec le confinement, on se voyait plus. Ah ouais. J'étais, mais alone, quoi. Isolée comme jamais. Et ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'avais aucune obligation sociale. Et qui me bouffe beaucoup d'énergie. Ah ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, Clémentine, voilà, c'est le confinement, t'as pas de métier. Les gens, en plus, ils ont pas d'argent pour acheter des illustrations que tu vends déjà pas, de toute façon. Enfin, Ouais, c'est ouais, ça sent, bon, ouais. qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Genre, comment tu vas occuper ton confinement? Bon, alors, T'avais déjà un appareil photo? j'avais déjà un appareil. Non, oui, j'avais déjà un appareil photo. Mais la photo, à l'époque, je la pratiquais une fois tous les 6 mois. Je rangeais mon appail photo. Enfin, c'était vraiment pas. Tu faisais quoi? Des autoportraits? Ouais, vite fait des autoportraits, ou alors je prenais une copine en photo de temps en temps, mais il y avait vraiment rien de Pas sérieux. d'enjeu derrière, pas d'objectif. Rien du tout, rien du tout. J'avais intégré que je vivrais pas de la photo. Comme quoi, donc c'est énorme. La vie. C'est ça, non mais la vie. Et donc le projet, du jour au lendemain, je me suis levée, je me suis dit, bah voilà, je sais pas quoi faire de ma vie, bah du coup je vais reprendre un ancien projet qui traîne depuis waouh, des années, à savoir écrire un livre de pâtisserie. Ah ok, d'accord. Oui. Et donc je me suis dit, bah je vais m'entraîner à faire de la pâtisserie. Et là, on arrive à la photo. Énorme. Enfin, mon but, donc, c'était de faire un livre de pâtisserie avec un concept très, très élaboré, très, très calé dans ma tête. Et donc, je voulais faire mes propres photos. Hors de question que je confie les photos à quelqu'un d'autre. Ah. Donc, bah, il fallait bien que je m'entraîne à faire de la photo. Donc, j'ai commencé par la photo culinaire. Et si tu remontes tout en bas de mon Instagram, c'est que des photos de gâteaux. Ah, j'irai voir du coup, je peux aller voir. Et oui, et Tu vas faire exploser ton nombre de vues parce que tout le monde va regarder, il va non, remonter ton non, c'est compte. pas si ouf, hein, mais mais j'avais une esthétique très, très spécifique en tête, bah, à savoir les natures mortes, flamandes, enfin, tout le clair-obscur. En fait, ça a été l'occasion de faire un condensé de tout ce que j'aime dans l'image. J'aime bah, le clair-obscur, j'aime la mise en scène, j'aime tout ça, et je voulais le mettre, enfin Ouais, l'utiliser condenser dans des un... tartes aux fraises. Énorme, j'adore. Et du coup, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. C'est assez similaire à ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui, 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 bah Ah c'est ouais. ça, mais avec des tartes aux fraises, quoi. Et du coup, c'était l'origine, t'as réussi à... Attends, c'est fou ça. T'as réussi du coup à mettre tout ce que t'avais en tête, toute Ça a ta été vision, et c'était fluide. hyper naturel d'aller vers ce style de photo-là, précisément. J'ai pas cherché à faire en sorte que ça ressemble à des tableaux. Oui, tu t'es pas dit, je veux ce style-là, Bah, en essayant... J'avais des inspirations, évidemment. Comme tout le monde, j'ai une page Pinterest avec 12 000 inspirations. Et ça fait des années que je nourrissais cette page Pinterest. Et il y avait un style de peinture qui revenait hyper fréquemment. C'était le style clair-obscur. Okay. Et donc les natures mortes, une façon de mettre en avant les fleurs, les fruits, les aliments, une façon de composer l'image qui était déjà, entre guillemets, acquise. Et au moment où j'ai dû composer des photos, faire des compositions avec des gâteaux, Ouais, c'est venu naturellement en fait. Je ne me voyais pas faire autre chose, je me voyais pas faire quelque chose d'hyper lumineux, ouais, ça fond gris pas, ou quoi, machin. Non, c'est pas moi, ça a jamais été mon univers. Tu t'es formé à la part... Là, c'est la lumière naturelle à l'époque? Ça a toujours été la lumière naturelle. Ok, et aujourd'hui, c'est encore la lumière naturelle? Tu Toujours. utilises de l'artificiel parfois? Jamais, je sais pas, utiliser de l'artificiel. Ah, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que je trouve que dans tes photos,
on se pose la question de est-ce qu'il y a des sources que tu utilises naturelles, est-ce que c'est pas naturel, l'ambiance et tout, tu vois? C'est Tu une vas tout seule nous source de dire, du lumière. coup. Attention, c'est une seule source de lumière. J'ai très 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 peu de matériel. C'est à Ok, savoir, j'ai un appareil photo, pas cher, ok, un trépied, ok, un fond. trop bien. C'est C'est quoi comme optique? Il y a toujours. c'est, un 50 mm. Donc ouais, donc C'est vraiment une le focale truc. fixe 50 mm. Mon appareil photo, c'est un Sony A7. C'est même pas A7 II ou quoi, c'est A7. Ok, trop bien. Basta. C'est déjà bien. Avec, ouais, mais le truc que j'ai eu d'occasion, enfin Ouais. vraiment, je suis toujours allé au moins cher en fait. Et ça, c'est trop bien. Franchement, je suis content que tu dises ça parce que je pense que je ferai une vidéo un jour sur YouTube. Y a pas besoin de beaucoup de Le nombre de matériel pour faire des personnes trucs. qui me disent qu'ils voient une photo, mais c'est quoi ton réglage, ton machin et tout, bah je suis en priorité ouverture, une focale fixe, en gros plus ou moins pleine ouverture tout le temps. C'est ça, puis je suis à l'œil. Hein. Et puis C'est, voilà quoi. Et en fait, je sais pas, parfois il y a une fascination pour comprendre, croire que c'est le réglage va faire un truc particulier. Alors Il y a oui, quelque chose que je supporte pas, c'est quand les gens disent oh là là, tu fais des belles photos, tu dois avoir un bon appareil. ouais. Alors, Et ça c'est un truc. pas que. Donc voilà, merci d'avoir abordé ce point-là. Et donc, hyper intéressant. Donc, lumière naturelle, une source. Du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, dans ton appart, tu as tout configuré Ouais. pour que, en fait, ta scène, ton setup, il soit au bon endroit par rapport à la lumière que tu aimes, Ah, par mais rapport à tout ça. en fait, tout est millimétré. J'ai tout fait autour de la lumière naturelle que j'ai dans mon appartement. Et donc, mes séances photo, par exemple, je donne rendez-vous à 10h30 en ce moment. Quand il y a décalage horaire, on décale d'une heure, on avance d'une heure. Ah, Et tout est millimétré. Et je sais qu'à 15h, c'est fini. c'est fini. On peut plus faire de photos. Incroyable. La lumière est mauvaise. Donc, on a entre 10h30 et 15h. S'il n'y a pas de nuage, s'il pleut pas. Ah bah, je m'adapte. Après, Ok. j'annule jamais une séance photo en fonction du temps. Mais par contre, tout change. Selon, on n'aura jamais la même ambiance s'il fait très très beau ou s'il fait très nuageux. Et ouais, C'est forcément. un parti pris, c'est comme ça, et moi je kiffe. C'est fascinant, C'est j'adore. génial. Enfin, je suis obligée de m'adapter au temps. Et Let's go. est-ce que tu as vu une grosse différence entre la lumière en Bretagne et aujourd'hui, là, tu es à Avignon? Oui, Est-ce que ça contribue aussi la lumière à ton style ou est-ce que il tu y peux t'adapter en toute a, situation? il y a une différence. Elle n'est pas énorme non plus. Enfin, elle n'impacte pas énormément mon travail parce qu'il y a quand même pas mal de boulot de post-prod. Ouais. Mais j'ai presque tendance à préférer la lumière en Bretagne. Et ouais, du coup, Ouais, je me suis sentie un peu bête quand je suis arrivée dans le sud parce que je préfère le sud, hein, de loin. Mais la lumière de Bretagne me manque un petit peu. ouais. Elle a quelque chose de plus doux, de plus Ouais. gris, de plus mélancolique. Elle est violente ici, globalement, la lumière. Ouais, ouais. C'est vrai que, par exemple, les plages horaires pour faire des photos en Bretagne étaient bien plus grandes Eh ouais. qu'ici. Et Mais ouais. bon, bah, tant pis, hein, j'aime le sud. Donc, donc Ouais, on y c'est reste. sympa. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de un peu ton mode opératoire, Mhm. tu vois, à partir du moment où tu commences peut-être à avoir une idée, où la personne elle vient chez toi, comment ça se passe, est-ce que tu gères le décor avant, est-ce que tu as des idées en amont, est-ce que ça se co-construit, la prise de vue, un petit peu tout ça, tu vois? Alors, j'ai plusieurs modes opératoires Ok. selon le type de séance que je vais faire. Les types de séances, on va les classer en deux types. Il y a le projet que moi je mets en place. Donc là, je fais appel à un modèle pour pour réaliser un projet spécifique. Et il y a les commandes. J'aime pas ce mot client, mais il y a les commandes de modèles. Ouais. Donc pour des particuliers. Projet perso et puis projet pro. Voilà, peut-être, bah, ce qui me rémunère le plus au final, C'est important, hein. évidemment. Voilà. Je vais plus parler de ce type de séance-là parce que c'est ce que je fais le plus depuis 2 ans pour des raisons financières, Ouais. même si c'est voué à évoluer pour C'est plus de frustrant projets un peu, personnels. du coup. Ouais. C'est un peu frustrant, Parce mais qu'on on est tous dans ce cas-là aussi, d'avoir des idées et puis voilà. bah ouais. Après mes idées, je sais que je les réaliserai, il y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut pour les mettre en œuvre. J'attends juste d'avoir plus d'énergie Ouais. pour les réaliser, mais ça viendra. Je m'inquiète pas. Tu as trouvé aussi le projet pro. Enfin, moi, tu vois, c'est mon cas. Je parle pour moi. Où en fait, j'ai pas une frustration énorme parce qu'en fait, dans le projet Oui. pro, il y a une similitude avec le projet perso. Donc, du coup, Ça se mélange ça beaucoup. aide vachement. Quoi. Ça se mélange beaucoup. En fait, proportionnellement, j'ai beaucoup moins de projets perso à réaliser que des projets pro.
Et ça me va. C'est vrai qu'en janvier, pour les bonnes résolutions, je me disais, allez, cette année, j'arrête les projets pro et je fais que des projets perso et je trouve une façon de en vivre. Bah, c'est toujours pas le cas. Ouais. Mais c'est pas grave parce que, en fait, Puis ça me rend très heureuse aussi de faire des Et puis projets c'est pro. ouf de pouvoir proposer, enfin de pouvoir donner accès à des personnes lambda, quoi, Ouais. à cet art-là, enfin, ces créations et tout, quoi, je trouve. Bah, justement, du coup, Ouais, pour reprendre un peu sur ma façon de réaliser ce genre de projet, avec donc des gens que je ne connais pas, et ouais, d'une manière générale, les gens qui viennent me voir pour réaliser une séance photo, on a forcément des choses en commun. ouais, Parce que ouais. bah, mon style est tellement niche et tellement précis, tu viens pas me voir si t'aimes pas mes photos, en fait. Oui, c'était les Donc, photos hyper lumineuses au bord de la plage. bah voilà, c'est Ça pas marchait moi que pas, tu quoi. contactes. Ouais. En fait, les gens me contactent déjà pour mon style. Mhm. Donc déjà, je sais qu'on va bien s'entendre, je sais que les inspirations que je vais leur proposer vont leur plaire. Enfin, et ça trie beaucoup, Et l'air de ouais. rien. Tu leur. T'as stylé un petit book où tu leur montres un petit peu des inspi en amont pour Et savoir un bah petit peu justement, où. Ah ouais, pas je du te tout. laisse dire. Attention, spoil Je pas. suis trop curieux, en fait, je suis trop curieux, je trouve intéressant, j'adore. Au tout début, c'est ce que je faisais. Je faisais comment on appelle ça, Des des mood plans, boards, ouais, voilà, des ouais. mood boards. Je faisais des mood boards, des trucs comme ça. Je demandais aux clients de m'envoyer des photos d'eux. Vraiment, on calibrait tout avant le jour de la séance. Aujourd'hui, c'est absolument plus ce que je fais Ok. parce que trop souvent, déjà, c'est à mon sens, dans ma façon de travailler, c'est une perte de temps énorme de faire des mood boards parce que Ouais. alors, le seul intérêt, c'est que ça va, entre guillemets, rassurer le client, mais c'est pas nécessaire, enfin, Oui, je suis d'accord. dans cette façon Et puis au de final, tu faire. respectes jamais vraiment, donc en fait, tu Voilà, passes du temps pour rien. exactement, parce que à chaque fois que je réalise un mood board, une fois que le client se présente devant moi, que j'ouvre ma porte, je me dis, putain, c'est pas du tout la personne que j'avais imaginée, elle renvoie pas du tout les mêmes énergies, elle a pas les mêmes mimiques de visage, elle a pas la même façon de s'exprimer avec son corps, c'est pas la même personne. Mm. Parce que la photo qu'elle m'a envoyée, c'était avec le regard de quelqu'un d'autre, c'était peut-être, je sais pas, un selfie où la personne n'est pas à l'aise, enfin, rien à voir avec la personne que moi je vais découvrir. Ouais. Donc aujourd'hui, ma façon de faire, c'est que je demande même pas de photos aux personnes. En général, en plus, elles ont un Tu les as... profil privé. Ouais, Je donc tu ne les as sais même pas pas vus, tu sais pas à à quoi elles quoi elle ressemblent ressemble. et tout. Je sais Énorme. pas quel âge elle a. Je sais juste son genre. Ouais, C'est un truc important pour moi. Juste connaître le genre pour savoir quel pronom je vais utiliser pendant la séance. Et c'est tout. trop bien. C'est tout. Après, je demande juste quel type de séance elle veut faire. Bah, est-ce que ça va être une séance académique, donc du nu intégral? Est-ce que ça va être une séance artistique qui permet d'avoir des drapés, des costumes, ou alors une séance à deux? C'est les trois seules formules que je propose pour le moment, même si une quatrième arrive bientôt. Ah, Oh. petit teasing. En fait, bon, si c'est une séance académique, je sais déjà à quoi m'en tenir, c'est du nu intégral. La personne, enfin, je lui ai redit quand même, prépare-toi quand même, c'est du nu C'est au intégral. téléphone ou c'est par message C'est par message, privé? Ok. message privé ou par mail. Ok. Et ça m'arrive des fois d'avoir les personnes au téléphone quand elles ont besoin d'être Mais tu le rassurées. cherches pas absolument, quoi. Pour toi, c'est pas le plus Ah non, important. Ok. non, non. Et vraiment, la personne choisit toute seule sa formule. J'ai des infos tarifs qui sont assez clairs là-dessus. Et par contre, quand la personne choisit une séance artistique, la question que je vais leur demander en amont, qui peut paraître un peu intrusive comme ça, mais c'est là, comme ça, à quel degré de nudité tu penses te lancer? Est-ce que, en fait, c'est juste pour savoir si on part plus sur un style drapé semi-nu Ouais. ou costume. Ok. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Ok. Et Sachant qu'il n'y a aucune obligation le jour J. après, ça se fait beaucoup, peut-être, j'imagine, le jour de la séance, C'est au en feeling. fonction. Ouais. C'est vraiment au feeling. Donc après, quand Je je pense que reçois... en fait, c'est quand même, je pense que ça vaut le coup de le répéter parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai un mode opératoire. Alors, moi, j'ai plus de préparation en amont Ouais. parce que c'est des personnes qui ont besoin de décharger un peu des choses, tu vois, de parler, tout ça. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de mettre un cadre serein, de confiance en amont, de laisser la place, de pas imposer des trucs, d'avoir un minimum de ce dont nous on a besoin pour après en fait laisser les choses vivre. Parce que moi j'ai des personnes qui me disent bah je veux pas, par exemple, je veux faire juste du topless et finalement en fait bah, les personnes elles font du nu parce qu'elles ont envie elles sentent que voyez il y a le truc et puis elles sont à l'aise et tout et je pense que ça c'est important que la personne elle se sente écoutée, elle se sente rassurée aussi de faire vraiment ce que elle veut et qu'elle se sente pas obligée quoi. Ouais, Donc complètement. Et
complètement. Et c'est vrai qu'avec le style de photo que je fais, la plupart du temps, le genre de modèles qui viennent, c'est des femmes. Et J'ai demandé la proportion homme-femme. 80% femmes, 20% ouais. hommes, on va dire, grosso Ouais. modo. Et encore, je suis sympa. Mais j'ai vraiment beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. Elles le font pourquoi, tu penses? Et ben justement, j'y viens. Ah là là, tout prévu. Je m'enlève les mots de la bouche. Souvent, les femmes, quand elles viennent se faire prendre en photo chez moi, c'est dans un désir de se réapproprier leur corps parce que malheureusement, souvent, elles ont vécu une expérience difficile dans leur vie. Donc, s'approprier ou se réapproprier leur corps, le besoin d'avoir une image positive de leur corps et surtout une occasion de pouvoir se faire prendre en photo nue sans la moindre notion de sexualisation. Ouais. Parce que mes photos sont... Enfin, c'est vraiment mon désir, hein, mais elles sont absolument dénuées de sexualisation. Ouais, C'est vraiment pas le but. Pourtant, c'est du nu, mais c'est pas du tout érotisé, quoi. Je pense que c'est... Tu vois, je trouve qu'en photo, c'est dur justement d'arriver à sortir de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup, donc les postures et choses comme ça, et puis l'œil du photographe aussi et tout. Et toi, je trouve que c'est encore plus marqué parce que le fait que ça fasse tableau, il y a un côté peut-être un peu détachement aussi. Exactement. Et du coup, je pense que c'est hyper bénéfique pour les personnes qui font ça, de se voir comme ça. C'est ça, et il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées avec des énormes complexes sur leur corps, qui n'aiment pas leur ventre, qui n'aiment pas... Enfin, plein de parties de leur corps, et qui au fil de la séance, décident d'essayer, de ne pas cacher ces parties de leur corps. Et en fait, c'est un style de photo qui se prête super bien à ne rien cacher quelque part. Tout est beau. Enfin, c'est vrai qu'on a des critères de beauté dans la société qui sont quand même super durs aujourd'hui. Et le fait de pouvoir montrer ses bourrelets en photo et se dire, mais en fait, ça va trop bien dans ce style de photo, genre c'est trop beau. C'est vraiment se décharger de quelque chose. Qu'on a de ce type d'image. Et du coup, toi, tu as une volonté de... Est-ce que tu as quand même une discussion si la personne elle te dit, moi, je déteste ça de moi, à pas le montrer, ou justement, tu... je pose le micro, je te laisse parler. Non, un long monologue. 1, 2, 1, 2. Mais non, j'ai une façon de gérer mes séances photo hyper millimétrée, au début, en tout cas. À savoir, donc, certes, on fait pas de mood board avant, mais je préviens bien la personne qu'on va prendre un café avant, et pas qu'un café. On va discuter pendant longtemps. Si la personne, avant même de me rencontrer, souhaite me raconter un peu son histoire par mail, je ferme pas du tout les portes. Si la personne a besoin vraiment de me dire pourquoi elle fait cette séance photo avant même le jour de la séance, ok, pas de problème. Et je suis là pour répondre, pour être à l'écoute aussi, bien sûr, avant tout. Mais le jour de la séance, c'est une séance de psy, clairement. La personne, la personne arrive et... T'as l'air hyper à l'écoute, c'est hyper important. Et tout, En fait, j'ai une surconscience du fait que la personne vient poser. C'est pas facile de poser. Et en plus, poser plus ou moins nue, c'est la modèle, je dis là parce qu'en général c'est des femmes, mais la modèle va être en position de vulnérabilité. C'est hyper important de garder ça en tête. Et de surtout pas, surtout que c'est souvent des femmes qui ont des traumatismes, de pas empirer le traumatisme. De pas appuyer où ça fait mal. Ouais. Donc en fait, pendant quasiment 2 heures, on va avoir voire plus des fois même, une conversation. Mais une conversation vraiment comme si on était potes depuis 10 ans. Il n'y a pas... aucun moment on me vous voit. Arrêtez de me vous voyer dans les MP, ça m'énerve. Tutoyez-moi. Et il y a vraiment quelque chose d'hyper naturel qui se fait. Elles arrivent, je les accueille avec des petits gâteaux, le petit thé, le café, et on discute, mais comme ça. Et comme les séances photos se passent chez moi, il y a quelque chose où je leur fais découvrir mon intimité aussi. C'est chez moi, c'est mon appartement. Je vais te poser la question, parce que tu vois, j'avais discuté avec une amie qui, elle, avait un home studio et qui a eu l'opportunité de prendre un gros studio, tu vois. Et en fait, elle disait, c'est trop bien. Alors, photo sociale, nouveau-né, tout ça. Elle disait, c'est trop bien parce qu'en fait, mes clients ont une image, pour eux, ça fait plus pro. Ils lui ont dit, ah, c'est génial, t'as un vrai studio et tout, tu vois. Et je me suis posé la question, toi, dans ton travail, quelle est la part, justement, pour que les personnes te donnent ce qu'elles ont à donner, le fait de les faire entrer dans ton intimité, le fait d'avoir ce cocon, finalement, que tu crées, quoi. J'ai beaucoup pensé à prendre un local pour faire des photos.
Alors déjà, trouver un local avec la bonne lumière naturelle, qui a pas de vis-à-vis, Ouais. c'est compliqué. Sachant que j'aime pas... Enfin, si je dois aller au travail, faut pas que ce soit loin, tu vois. Ouais, mais ça, oui. Je crois qu'on signe pas pour être à son compte, pour se faire chier à passer 3 heures sur la Exactement. route tous les jours. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que je remets beaucoup... À chaque fois que je reçois une modèle, je remets en question hum, le professionnalisme que je peux renvoyer quand je reçois quelqu'un chez moi. Est-ce que ça fait assez pro? Est-ce que le coût de mes séances justifie de recevoir les gens juste dans mon salon? Et Enfin, finalement, c'est quoi en fait tout et ça? en fait, Ouais, c'est je ça. pose un peu la question à chaque fois. Enfin, Ouais. ça vient souvent dans la conversation. Et en fait, 100% de mes modèles sont rassurés de voir que ça se passe juste, entre guillemets, juste dans mon salon et que c'est hyper simple. Il n'y a pas de, il y a pas de chichi. Enfin, c'est pas, c'est mon salon en fait. C'est ma déco, c'est chez moi, c'est mon intimité. Je dirais, se change dans ma chambre, j'utilise ma salle de bain. C'est hyper simple. C'est vraiment En fait, comme tu si les on fais allait vraiment faire. rentrer dans ton univers. Ouais, ouais, Ouais. ouais, complètement. Et puis vraiment, enfin, chez moi, c'est décoré, mais exactement comme dans les photos, hein, parce que en fait, dans les photos, on utilise mon mobilier. C'est mon Et oui, c'est. divan, c'est des colonnes où il y a mes plantes, il y a. Ouais, j'ai demandé si pour tout ton setup, toute ta déco, du coup, c'est quelque chose que tu changes souvent, c'est quelque chose qui est en place. Est-ce que du coup, c'est en fonction, ça évolue en fonction de tes goûts à toi ou tes Ouais, envies? ça, Ouais. ça évolue. Enfin, je passe ma vie en brocante déjà, donc Ok. j'ai toujours trouvé des pépites que je puisse utiliser dans les photos. Donc en fait, quand je fais de la déco de mon salon, si c'est pas possible de l'utiliser pour des photos, je prends pas. Ok. Énorme. Donc voilà, chez moi, c'est un peu un décor de théâtre, de cinéma. C'est super cool, hein, c'est hyper cocooning, Ouais. c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et je me sens très bien. Ce qui va le plus changer, c'est le fond. Ouais. Par exemple, en ce moment, c'est une artiste d'Avignon, Mathilde Anastasia, qui m'a peint un fond à la peinture à l'huile, une mer avec une lune qu'on a vu un petit peu dans les Ouais. photos dernièrement. Et mon divan, en fait, il est juste en dessous. Le divan bleu avec la mer, enfin, magnifique. Et c'est l'élément qui est le plus susceptible de changer, à savoir le mur, en fait. Ouais. Selon les fonds que je vais avoir, c'est des nouveaux fonds peints par des artistes ou alors que j'achète. Mais tu changes pas à chaque séance Non, non, ou non. En non? fait, le fond bleu, il est tout le temps là. Enfin, Ok. le fond bleu, le fond mer que Ouais. m'a peint Mathilde est absolument tout le temps là. Et s'il y a besoin, je fixe des fonds par-dessus pour changer pour des séances. Mais sinon, c'est ma déco, quoi. Du coup, c'est Trop vraiment, mais bien. je vis dans mes photos. Je t'ai dit, on verra si ça se fait ou pas, mais moi je rêverais qu'on fasse une petite formation pour montrer comment tu fais, comment tu mets en place, comment tu gères la lumière et tout. On sait pas si ça se fera. Secret. Secret. Non, mais on a rien décidé. Mais j'en ai parlé et franchement, je me dis, c'est ouf en fait. Parce que là, tu vois, quand t'en parles, je me dis, j'ai trop envie de voir comment ça se passe, comment c'est et Je tout. me Parce sens, que. je me sens très très bien chez moi. Ouais. En fait, ça reflète complètement ma personnalité, mon univers. Et donc mes photos, évidemment, représentent complètement mon univers et ma personnalité aussi. Même si c'est pas moi qui pose sur les photos, mon univers est quand même bien chiadé et c'est pour ça qu'il est cohérent. Et ouais. Et donc certes, c'est des modèles différents qui viennent à chaque fois, mais parce que mon univers, en fait, il parle à beaucoup de gens. Et donc, j'ai pas le sentiment, quand les modèles arrivent chez moi, de les prendre comme des poupées, de leur dire voilà, tu portes ça et tu joues moi, quoi. Enfin, Et ouais. c'est pas du En fait, tout le but. j'ai le sentiment qu'il y a un côté où tu vas pas te poser la question de qu'est-ce que je fais pour les personnes parce que l'univers, il est vraiment calé par rapport à toi, qui tu es, à ce que tu aimes et tout. Et que du coup, ton focus, il est Et en même temps, vraiment les gens sur s'y la retrouvent. connexion. Oui, voilà, mais ça leur plaît. Mais du coup, c'est le bon compromis. Tu sais, parfois, quand on cherche à créer un décor à tout prix tout le temps, on peut se fatiguer, on n'a pas d'idée, on ne sait pas si ça va vraiment correspondre. Alors que là, tu amènes les gens dans ton univers, Bah oui, première étape. Et après, tu te connectes à eux pour que ça matche parfaitement dans, c'est ça. j'imagine, ce que vous allez créer toutes les deux, ou enfin plusieurs. Bah, du coup, quand je reçois les gens pour prendre ce fameux café pendant 2 heures, c'est une conversation d'apparence très normale, mais j'analyse. J'analyse à fond la personne, je lui glisse quelques questions bien placées pour apprendre à connaître, savoir des questions bêtes aussi, hein, mais quel univers colorimétrique va plus lui convenir, est-ce que va préférer quelque chose de plus fleur, féminité, ou alors drama, poignard, enfin c'est deux Ah, univers, hein, l'air de rien, qui sont complètement différents, et au fur et à mesure de la conversation,
Je leur propose tel drapé, savoir à quel point elles sont OK pour les nuitées, encore une fois, le jour J. C'est Ouais. hyper important parce qu'on peut se donner des objectifs et le jour J se débiner, mais c'est pas grave. Hein, il faut respecter ses envies du moment. Il faut pas se Son état de forcer. fatigue aussi, Son état de fatigue, peut-être. psychologique, Mm. physique, enfin, Et, tout et, a une et les, importance. les personnes, elles arrivent à être assez au clair sur ce dont elles ont envie ou tu les guides quand même vachement? Je les Ouais. guide à fond. Et surtout, je les rassure énormément en amont pendant ce fameux café. Je leur donne un peu une idée de comment va se passer la séance. Et il y a une phrase que je répète absolument à chaque fois, surtout si la personne est partie pour faire du semi-nu, c'est à aucun moment ça ne peut être un échec. Si par Hmm. exemple tu te donnes pour objectif au fur et à mesure de la séance d'enlever un drapé et encore un pour atteindre un stade de semi-nudité, voire de nudité intégrale. Et si tu te donnes ça comme objectif, il faut se donner l'occasion de pouvoir revenir dessus. Hmm. Et c'est pas raté. Ouais, c'est vraiment un espace bienveillant que tu crées, Ah quoi. oui, à fond. Ouais. C'est hyper important. Donc si jamais la personne se sent mal à l'aise, si jamais il y a quoi que ce soit qui va Ouais, pas, on est dans une conversation, mais pendant toute la séance. ok. Si jamais le cadre est propice, je fais en sorte que la personne se sente OK pour communiquer la moindre chose qui puisse la mettre mal à l'aise. Donc si elle s'était donné pour objectif à la fin de la séance d'être à moitié nue et que finalement elle le sent pas et qu'on rajoute un drapé, rajouter un drapé, c'est pas un échec, c'est Ouais, juste c'est un ok, changement quoi. de Ouais. direction et ça va être aussi cool. Il y Ouais. a aucune raison que ce soit moins cool. L'objectif ne sera pas atteint ou quoi. Non, non, rien du tout. C'est juste on va faire des belles photos et l'essentiel c'est passer vraiment un bon moment, garder un bon souvenir de ce moment-là et évidemment d'avoir des belles photos après. Mais surtout, je vois mes séances photos comme une expérience totale à Trop vivre. À bien. partir du moment où tu passes la porte d'entrée chez moi, je te reçois, les petits gâteaux, le thé, la Dans l'univers. conversation, t'es dans l'univers, il y a de la musique, enfin vraiment il y a tout un processus pour mettre la personne en confiance et beaucoup, beaucoup de demandes de consentement pendant la séance. Évidemment, j'aide les personnes à se placer. Si je ne les place pas complètement quand elles m'en laissent l'occasion parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et il y a des personnes qui n'ont jamais posé de leur vie et qui ont besoin d'être Ouais. complètement placées de A à Z. C'est OK à Hmm. partir du moment où j'ai leur consentement. Et à chaque fois que je leur fais prendre une pause, je leur dis est-ce que c'est OK? Est-ce que là tu tiens? Est-ce que c'est pas trop dur? Enfin, et pendant la séance, 15 fois tu veux un verre d'eau? T'as Là ça besoin de quelque va? chose? On fait une pause? Allez, tu peux respirer? Enfin, genre, c'est vraiment est-ce que ça va? Hein. Et c'est hyper important parce que moi aussi, en fait, j'ai besoin de moments de pause pendant la Oui, et puis séance. t'as besoin d'être rassuré aussi, peut-être, de voir que la personne, elle se sent bien. Et Ouais, ouais. ouais, ouais. Parce que si la personne n'est pas bien, moi je vais pas être bien. Hein. Et oui, c'est ça. Waouh! Et alors, attends, du coup, donc, à peu près 2 heures de préparation, vous Ouais. échangez, plus ou moins. Et ensuite, vient le moment Ensuite, de la séance. ouais, vient le moment de la séance. D'abord, on met le décor en place ensemble. Ah, trop Parce qu'en bien. fait, on fait les photos dans mon salon. Donc déjà, il faut Et dégager ouais. le divan, la table basse, les petits accessoires. Et donc ça, on le fait à deux parce que c'est un peu lourd. Et après, pendant que la personne... Déménagement. ouais, c'est un peu le déménagement à chaque fois. Mais bon, elles aiment bien mettre la main à la pâte aussi, l'air de En rien, fait, c'est c'est ouf parce important. que tu les intègres totalement au Ah, truc, totalement, quoi. Et ouais. totalement. Et puis, quand elles sont OK, qu'on a fermé les volets, parce que les volets sont à moitié fermés, il y a juste un tout petit espace qui laisse rentrer la lumière. De l'autre côté, j'ai normalement une autre fenêtre, je mets un drap noir devant pour qu'il y ait vraiment qu'une seule source de lumière. Ok. Et à partir de ce moment-là, je dis, là, quand t'es OK, tu peux commencer à te dénuder. Si tu veux pas être... je te donne un kimono si t'as besoin d'être couverte. Tu peux garder tes sous-vêtements si tu le sens pas. Enfin, vraiment, mais c'est au rythme de la modèle. À Ok. aucun moment, je vais forcer la modèle à faire quoi que ce soit. Trop bien. Si elle a envie de se surpasser, si elle a, je l'en empêche pas non plus. Ouais. Mais si elle se sent mal à l'aise, c'est OK. Après, j'imagine que de toute façon, t'es assez sensible pour sentir si ça se passe bien ou pas, quoi. Ouais. Oui, Non, mais oui, c'est complètement. important. En fait, je pense que tu peux pas vouloir ce cadre et faire ce type de photos si derrière t'as pas cette connexion avec les gens Bah, pour grave. sentir s'ils sont bien ou pas bien. Et, Bah, c'est arrivé plus d'une fois que pendant une séance, on arrête complètement. ouais. Ok, on prend une demi-heure, on discute, on respire, un verre d'eau. Enfin, et c'est pas grave, on prend le temps nécessaire pour que la personne soit à l'aise. C'est super important. Et oui, parce que du coup, il y a quand même un côté assez introspectif finalement dans ce que tu proposes.
Et est-ce que ça arrive que pendant la séance, les personnes, elles lâchent des trucs ou que ça fasse des... Ouais, j'imagine que, Ah oui. ouais. Parce qu'en fait, tu vis quand même un moment comme ça, même s'il y a peut-être pas tout le temps de la parole. Le fait de se mettre à nu, le fait d'être... l'acte de faire ce type de photo, ça déclenche des trucs, quoi. Est-ce que je peux lire un retour que j'avais eu Ouais, carrément, d'une bien cliente sûr. qui je trouvais hyper Ouais, juste, carrément, vas-y. qui résume super bien en fait ce qu'on peut ressentir pendant une séance photo. Je fais un check que tout se passe bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, j'avais trouvé ça magnifique. Elle s'appelle Charlie. Ah non, je capte pas. Ah bah, ça va être compliqué du coup. Vas-y, vas-y, on a le temps. Je vais meubler pendant ce temps-là. Je Je t'en regarde prie, dans ma vas-y. caméra et je meuble. Faire le Voilà. jingle de la Donc, SNCF. petit jingle. Donc voilà. Je vais mettre un peu un coup de pression à Clémentine. J'espère qu'un jour ça existera, cette formation. On va la voir Oh putain. faire dans le détail, de voir comment elle fait une séance, comment elle gère ça. C'est pas évident parce que du coup, je pense que c'est comme moi, mes séances, où il y a une part de connexion avec la personne avec qui on est. Et du coup, parfois, quand il y a des regards extérieurs, on peut se sentir déstabilisé. Et ça, je pense que c'est peut-être, pour cette petite parenthèse, un petit hack aussi, c'est que je pense que le fait que la personne soit hyper à l'aise pendant la séance, qu'elle se sente libre de faire ou pas faire ce qu'elle a envie de faire, quand on fait ce type de photos, je pense beaucoup quand on fait du nu, des choses comme ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire cette confiance, que la personne elle va oser aller peut-être plus loin que ce qu'elle aurait imaginé faire au départ, et surtout avoir après derrière la fierté de se dire putain je l'ai fait en fait. J'ai fait ce truc, j'ai réussi à avoir des images que j'aurais peut-être pas osé avoir ce détachement. Et ça, je trouve que c'est hyper bien parce que au-delà juste des images, et bon, toi en plus dans ton cas, tes images sont ouf, tu vois, je trouve qu'il y a un level Merci. important. Je pense que c'est l'expérience qu'on propose. Et moi, je me dis tout le temps, quel est le souvenir que va avoir ma cliente ou la personne que je prends en photo dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, en regardant ces images, en se disant, putain, j'ai osé faire ça. Je suis sûr que parfois il peut y avoir un côté intemporel de se dire non mais j'ai vraiment osé faire ça, tu vois. Moi j'ai des clientes il y a peut-être 4 5 ans qui me disent oh là là en fait j'arrivais pas à choisir les photos à l'époque et aujourd'hui je me dis mais c'est ouf que j'ai fait ça et quand je regarde les photos en fait je me replonge dans le moment et j'ai une autre lecture de ce que j'avais sur le moment, je les ai fait pour une raison et en fait ça m'a construit plein de trucs derrière et tout, et je trouve que c'est beau en fait ce métier de photographe à un moment d'avoir la possibilité de créer ce cadre là pour ses clients et qui puissent des années après en fait revivre le moment. Quand on parlait tout à l'heure du souvenir d'enfant où ça t'a marqué, ben, je suis sûr que, enfin moi je sais que personnellement il y a des clientes qui m'ont dit ça a été une étape hyper importante dans ma vie parce que du coup j'ai eu le déclic d'un truc, de la personne que je suis ou de la personne que j'ai envie d'être, et ça a été un élément déclencheur. Alors parfois il y a des questions de est-ce que c'est thérapeutique, pas thérapeutique et tout, mais peu importe en fait. À partir du moment où ça a ancré un truc, je trouve que c'est hyper fort et c'est sur le chemin de la personne, c'est ouf quoi. C'est hyper important de passer par là Ouais. dans sa vie, enfin pas pour tout le monde, mais Pour ceux qui le veulent et pour pour qui ceux qui ça le fait veulent, du voilà. sens, tu vois. Et bon, je retrouve pas, je Tu capte retrouves pas, hein, pas, on s'en bon. fout. Mais les modèles qui viennent, en effet, comme tu dis, pour toutes, j'ai gardé contact avec quasiment tous mes modèles. Et ouais. Et déjà, quelle chance. Et je me suis fait des amis parmi mes modèles. Parce qu'on avait cet échange de sensibilité aussi. Autant moi je suis très à l'écoute de ce qu'ils ont à me raconter, de ce qu'ils ont à ressentir, mais il y a beaucoup de clients aussi, j'aime pas ce mot, modèle, beaucoup de modèles qui ressentent aussi mes émotions, parce que je suis hyper émotive aussi, et je veux dire, deux éponges l'une face à l'autre, bon bah voilà, hein, c'est... Du coup, t'as souvenir un petit peu de ce qu'elle te disait quand même, Oui, cette oui, personne? c'était sa manière de vivre la séance photo, qui avait ce côté hyper introspectif, justement, Ah ok. parce que dans ma façon de photographier, je mitraille pas du tout, par exemple, c'est pas Bah, ma je voulais te façon de faire. demander, donc une fois t'es la prise de vue, En fait, ouais, on va dire que en temps de répartition de temps sur la séance photo, ça va être 2 tiers, on construit la composition de l'image, et 1 tiers, je photographie. ok, Donc en fait, je passe beaucoup plus de temps auprès de la modèle à composer l'image, à l'aider à prendre la pose, à voir comment tombe la lumière sur son corps, sur son visage, qui va mettre plus ou moins en valeur une composition, une partie de son corps, des mains, un visage, enfin ça peut être n'importe quoi, le drapé, voilà, je passe beaucoup de temps à faire les drapés. Et après je prends en photo. Et le moment où je prends en photo,
Là, je dis plus rien, je suis hyper concentrée pour déjà essayer de me dépêcher parce que c'est des poses qui sont pas faciles à tenir quand même. Et ouais. Et c'est un peu le sport. Souvent, je demande aussi avant souplesse sur 10. 0. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. et, et donc à ce moment-là, la modèle est dans un silence complet. Enfin, il y a juste la musique derrière qui passe. Et là, c'est de l'introspection complète parce qu'il faut tenir la pose. Et il y a quelque chose un peu comme dans le yoga ou quand on est modèle vivant, pour celles qui ont déjà posé en tant que modèle vivant, on ressent tout dans son corps. Ouais, dans la posture. C'est parce que c'est des postures qui sont pas faciles à La tenir, douleur, l'air de rien. Il peut y avoir de la douleur, de la tension. Il peut ressentir vraiment quelque chose d'hyper fort. Ouais, c'est hyper C'est un peu un état introspectif. méditatif aussi. Complètement, Ouais. complètement, Ouais. c'est ça. Et c'est ce qu'en retiennent la plupart de mes modèles. C'est étrange à ressentir. Ouais. On s'attend pas à ressentir ça quand on vient poser. Et en fait, ça va très bien, je trouve, avec le fait de faire cette démarche, par exemple, pour se réapproprier son corps, de passer par cet état méditatif, introspectif. Ça ancre encore plus le souvenir pour la modèle. Que c'est un palier à passer une fois qu'on n'est plus la même personne après avoir, avant et après avoir fait cette séance photo, clairement, parce qu'on a vécu une expérience. Et je veux que les modèles ressentent une expérience. Est-ce que tu vas être beaucoup dans le détail, de faire hyper attention j'imagine, quand tu l'as dit, dans le drapé. Ah bah, je fais donc, chier dans mes le modèles. décor. Est-ce que dans la posture du corps aussi, tu es vraiment dans le côté... Ah ouais, mais je suis une contrôle fric, c'est jusqu'au bout du petit doigt, c'est la mèche de cheveux, c'est le regard, c'est tout, absolument tout. Des fois, il m'arrive d'attendre derrière l'appareil photo le moment de la respiration qui va être le plus intéressant. Je vais demander à la modèle, quand tu entends que je suis sur le point de prendre la photo, parce que mon appareil fait un bruit bizarre, je te demande d'avoir cette respiration et de suspendre quelque chose. Et je maîtrise absolument tout sur l'image. Donc le drapé, comme tu dis, la position de la main, il est hors de question que la modèle soit comme ça sur la photo. Ça va être toujours quelque chose d'hyper méticuleux. La modèle aura jamais la main posée comme ça à plat sur la cuisse. C'est toujours quelque chose très en retenue. C'est hyper important. Tout est dans la subtilité, quoi. Oui. En fait, je me dis, ça doit être ouf parce que moi, je pense pas avoir un regard poussé comme tu peux l'avoir. Je fais hyper attention aux détails quand même, malgré tout, en laissant un peu de naturel. En fait, moi, j'ai une technique où j'essaye de créer le naturel dans le mouvement pour avoir le moment juste, tu vois. Et je déclenche beaucoup. Au contraire, mais c'est de l'extérieur. C'est deux façons de faire complètement différentes. Tu n'as pas je une pense que la mieux que recherche, l'autre, elle est similaire de ce côté fluide où ça se voit que c'est pas posé, machin moche. Mais je me dis, toi, tu dois avoir le côté dessin. En fait, le dessin, j'imagine que ça demande d'avoir une précision absolue de comment tu fais les choses et tout, qui doit vachement t'aider sur l'aspect esthétique pour te dire est-ce que c'est ce que je veux ou pas, quoi. Oui. Voilà. oui. Mais oui, non, mais c'est vrai que cette attention que je porte aux détails est hyper marquée. Enfin, ça se voit quand on regarde mes photos, c'est que des petits détails, en fait. Et je pense que si j'allais pas au bout de tout ça, j'aurais pas la même qualité d'image. Il y aurait pas. Je pense que oui, la qualité de mes photos vient de là, clairement. Je me sens obligée de tout maîtriser. Je laisse quand même un minimum de place pour que la modèle puisse s'exprimer, évidemment. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, si on vient me voir, c'est qu'on a un univers qui est déjà sensiblement commun. Et donc forcément, on va se retrouver. Et donc la plupart du temps, les modèles me laissent vraiment gérer de A à Z la séance. Il y a des fois, d'ailleurs, on me dit je suis ta poupée, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas ça. Ça, je déteste parce que à aucun moment je veux déshumaniser la personne. Non, quand même pas. Quand même pas. Je peux placer au millimètre près la personne, mais je garde en tête quand même que c'est un être humain en face de moi qui a des sentiments, qui a une sensibilité, et c'est hyper important de ne pas heurter cette sensibilité-là. Trop bien. Ok, et donc après, une fois que la séance est terminée, une fois que tu as commencé, tu te dis soit tu n'as plus de lumière, soit tu te dis j'ai ce que je cherchais, ou comment ça se passe? Souvent, quand on est à bout de force, au bout de votre vie, vous arrêtez, quoi. Okay, quand on est au bout de notre vie, on sait qu'on a ce qu'il faut. Et puis, en fait, régulièrement, je regarde un peu toutes les photos qu'on a fait, en sachant que dans une formule, il y a 5 photos
qui seront rendues, ou alors plus en payant un supplément. T'as besoin de 1000 images, quoi. Non, clairement pas. Mais dans déjà. une séance, j'en prends un 150 max, hein, des photos. Et c'est déjà, entre guillemets, beaucoup pour mon style de photo. C'est beaucoup moins que ce que je pouvais faire avant, mais je réduis au maximum pour passer le plus de temps possible avec la modèle, déjà, pour vraiment mettre en place cette composition. L'expérience, voilà, moment, c'est ça. Le cadre. C'est ça. Et donc, au final, j'ai pas énormément de photos à la fin. Mais où je revenais. Oui, donc quand est-ce que vous jugez toutes les deux que c'est terminé, quoi? Pardon. Non, mais oui, quand on est vraiment crevés toutes les deux, en regardant les photos que je montre d'ailleurs régulièrement à la modèle pour qu'elle ait le déclic, surtout au tout début. Désolée, je reviens un petit peu sur le mode de fonctionnement. Je poserai cette question, j'ai oublié. J'ai un mode de fonctionnement pour mettre à l'aise la modèle, encore une fois. On va commencer par des poses d'échauffement. Je les appelle comme ça, c'est les poses miroirs. Je prends la pose et comme si j'étais leur miroir, elles m'imitent. Et c'est des poses que je fais prendre à absolument toutes les modèles. Au début, c'est l'échauffement, quoi. Et là, ça me permet aussi de finir de calibrer mon appareil pour avoir vraiment le bon réglage en fonction de sa couleur de peau, de la façon dont elle prend la lumière, des drapés qu'on a choisis, de la lumière naturelle qu'il y a dehors. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et à la fin de l'échauffement, normalement, moi, c'est bon, mes réglages sont faits. Ça peut m'arriver d'ajuster un petit peu pendant la séance, mais normalement, c'est bon, on est parti. Et ces premières images, je les montre volontiers à la modèle parce qu'elles vont se voir et vont se dire, OK, avec moi aussi, ça marche. Genre, je suis pas. C'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant. Et régulièrement, si elles le veulent, je leur propose quand vraiment. Quand on fait une image qui me plaît, moi j'hésite pas à le dire. Hein. Je garde pas tout ça pour moi. Je suis très expressive pendant les séances photo. C'est génial et tout. Tu peux être fière de toi et tout. Enfin vraiment, toujours dans le positif. Mais ou alors des fois on part. Ça m'est arrivé pendant 10 minutes, c'est très long 10 minutes, d'essayer de faire prendre une pause à une modèle et puis en fait c'est nul. Et je leur dis, c'est pas de ta faute, c'est vraiment moi, des fois, j'ai des idées de merde. Voilà, on a perdu 10 minutes, mais c'est pas grave, au moins on sait, et puis voilà. Mais et puis parfois, ça fait un truc ouf, et là, mais oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, quand c'est nul, c'est que ça vient de moi, c'est que j'ai eu une mauvaise idée. Bon, ça peut pas marcher à chaque fois. Ouais, ça arrive tout le temps. Mais oui, c'est pas grave. Mais oui, et autant, des fois, on essaye des trucs, c'est incroyable. Et ce que dégage la modèle à ce moment-là, la façon dont la lumière tombe, enfin. Des fois, je suis moi-même toujours super étonnée. J'ai pas l'impression de maîtriser la totalité de l'image parce que justement, c'est ce côté-là que je laisse venir. C'est une co-création, de toute façon. Ouais, complètement. Et quand c'est super bien, je le dis, je le montre. Je dis, regarde ce que t'as fait, regarde ce que tu dégages, c'est magnifique. Et les modèles, elles sont saucées, elles ont la conf, et puis on continue, et c'est trop bien, et on passe un super moment, on rigole trop, quoi. C'est on a beaucoup de fou rire pendant les séances photos, ça c'est hyper important. Ouais, je pense que c'est important le cadre qu'on met. Et après, du coup, comment ça se passe? Donc après, quand on estime avoir suffisamment de photos, donc soit parce qu'il n'y a plus de lumière, et encore même quand la lumière est mauvaise, si on a envie de continuer, je trouve une façon de continuer. C'est un côté un peu sombre, tu montes en ISO. Non, en fait, c'est juste que c'est bête, mais surtout quand c'est très ensoleillé, à partir de 15h, j'ai un rayon de lumière très net qui traverse complètement le fond. Ah, d'accord. Et alors, soit on en joue, ça peut être un parti pris, soit, je sais pas, ça m'est arrivé plusieurs fois de bosser avec ce rayon de lumière et du coup, ça sort un peu de mon style des fois. On découvre d'autres choses, ça peut être intéressant. Mais en général, ça finit avant quand même. Parce que déjà, passer 2 heures à baboter et 3 heures de séance, 3 heures, c'est super long. Mais c'est le temps de respecter aussi le rythme de la modèle, le temps qu'elle se mette à l'aise. Ça peut prendre une demi-heure comme 1h30. Mais c'est OK, il n'y a pas de souci. Je ne pourrais pas faire plusieurs séances photo en une journée, par exemple. Hors de question. Pour moi, la séance la journée est consacrée à cette modèle ou au duo qui vient, au modèle du jour, quoi. Jamais de la vie je pourrais faire plusieurs séances. Donc voilà, vraiment toute mon énergie mentale, elle est là. On va rester sur la question de comment ça se passe après. Donc comment ça se passe après quand on range déjà un peu pour les trucs les plus lourds, sinon la plupart des trucs je les range toute seule quand même. Et voilà, on prend un dernier petit café, on fume une clope si on veut. Après on débriefe un peu. En général, elles sont un peu toutes euphoriques ou alors elles sont complètement claquées, elles comprennent pas trop ce qui vient de leur arriver. Mais c'est ouf. C'est génial. Je demande de l'énergie. Ouais. Toi, comment t'es claqué aussi au bout de ma vie.
J'ai tout donné. donnes tout, quoi. J'ai tout donné. Mais en fait, comme il y a quelque chose de très humain, un lien très humain qui se crée pendant la séance entre la modèle et moi, je me permets de pas garder la casquette, le masque Ouais. professionnel tel qu'on peut l'imaginer. En fait, On non. n'est En pas fait, un j'en ai banquier à pas. la défense, quoi. En fait, j'ai pas de masque. Enfin, un minimum Ouais. pour assurer la séance photo quand même. En général, quand je suis partie, hein, même si une heure avant que le modèle arrive, je suis en train de pleurer parce que je stresse. Ça m'arrive tout le temps, mais une fois que je suis partie parce que j'ai ce besoin de soutenir la modèle quand même. Et Ouais. c'est mon rôle. Mais au fil de la séance, on apprend à se connaître. C'est vraiment comme deux potes. Ouais. Et quand je suis crevée, ça arrive pendant une séance photo de m'écrouler par terre, de m'allonger sur le dos et dire j'en peux plus, on fait une pause. Enfin, Ouais. c'est très humain en fait comme approche. Mais je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous regarder, qui voient ça d'un aspect plutôt négatif. Moi, Je trouve je vois pas. ça comme quelque chose d'hyper positif. Moi aussi, je le dis, tu vois. Je dis, non, on fait une pause parce que là, je sais plus ce que je fais là, franchement, et Mais tout. oui, faut Et savoir en le fait, il y a un reconnaître côté aussi, naturel. En fait, bien sûr. je pense que c'est rassurant de se dire, ok, en fait, ben, on est comme tout le monde, tu vois. Il y a des Bah ouais, moments puis où souvent bah, t'as plus les. l'inspi, où la lumière, elle est nulle et tu sais pas quoi en faire, ou Ouais, tu vois. après, j'essaye quand même de faire en sorte que une pause ne soit pas un stop Non, bien dans la sûr, séance. ouais. Mais faut pas que ça mette tout Mais dans l'air. non, 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 pas Mais du tout, tu prends jamais de la 5 vie. minutes pour discuter, Ouais, boire ouais, un ouais. coup et tout, ça fait du bien à tout le monde en Genre, ça te fait. dit pause clope ou Ouais, ça te dit tu veux un verre d'eau, on fait une pause. Et en fait, souvent, les modèles, en voyant que moi, je suis vraiment partie dans mon truc, des fois, elles osent même pas dire est-ce qu'on peut faire une pause. et Et donc, ouais, c'est moi, en leur ça. disant ça te dit on fait une pause, ah ouais, Ouais. Et puis tu trouves pas que ouais, ça. Moi je trouve que souvent ça relance le truc. C'est-à-dire qu'en grave. fait, ça fait une bouffée d'air. Ouais, puis moi, ça me laisse Et, le temps de penser à et des voilà, nouvelles c'est ça. Et idées, tu te dis, ah, attends, ouais, ça t'ouvre sur ce que t'aurais aimé faire que t'as pas fait, parce que carrément. Et puis, on fait t'es un point peut-être dans le aussi guidon, ouais. sur ce qui a déjà été fait. C'est l'occasion de leur demander, enfin, je leur ai déjà demandé avant, mais est-ce que tu avais des envies particulières là, en voyant les choses, comment ça se passe souvent, elles me disent, ah, j'avoue, j'aimerais bien faire, par exemple, un dos nu allongé sur le divan. Elles n'avaient pas forcément ça en tête en arrivant, Et mais ouais. en voyant le divan, elles ont trop envie de le faire. Elles sont arrivées à un stade de confiance en elles où elles se disent, ok, bah let's go, on y va, ça, j'ai envie de le Ouais. faire, je peux me le permettre. Et en fait, il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies qui naissent pendant cette pause-là. Donc c'est hyper important de faire des pauses Ouais, pendant les trop bien. séances photo. Moi, déjà, ça me repose un peu le cerveau, ça repose le corps de la modèle, et puis ça laisse l'occasion à d'autres envies de Ouais, s'exprimer ça ouvre aussi. plein de trucs. Ouais. Ouais. Est-ce que tu retouches beaucoup tes images? Je veux La grande savoir question. ça. C'est comme la lumière naturelle, je ne fais rien, je laisse. Comment dire Je passe beaucoup de temps à retoucher mes photos, ça veut pas dire qu'elles sont très retouchées. Et quand je dis retouche, c'est. Alors, parce qu'en fait, j'ai une autre question à te poser. Je trouve que moi, ce qui me fascine dans ton travail, c'est la cohérence globale. C'est-à-dire qu'on va sur ton compte Instagram, euh, on voit qu'il y a il peut y avoir des lumières un peu différentes, des décors un peu différents de ça, mais globalement, quand tu prends du recul, c'est ouf, je trouve, tu vois. Et du coup, j'imagine que ça passe par peut-être une teinte donnée à l'image. Quand je dis retouche, c'est pas forcément retouche de beauté, de peau et tout. Tu vois, Ouais. c'est dans ton post-traitement, dans ta finalisation de tes images. Est-ce que tu as une recherche de cohérence globale? Est-ce que c'est du cas par cas, séance par séance, avec une recherche de cohérence un peu plus générale sur l'ensemble de tes séances? Est-ce que c'est ta lumière, ton lieu, ton décor qui crée la cohérence? Tu vois, comment ça se passe? C'est une bonne question, hein, Ah ouais. je me l'étais jamais vraiment posée. Euh, Je dirais que la réponse est La réponse B. ouais, c'est la réponse B. C'est un peu la cohérence plus générale. C'est du cas par cas, mais il y a une recherche quand même de fil rouge. Ok. Euh, on va dire que ma plus grande inspiration, évidemment, c'est le Caravage Hmm. et Maître du clair-obscur. Et il a ces teintes très, très ocre, quelque chose de très sombre, quelque chose de... un truc nimbé de mystère. Il se passe quelque chose autant dans la lumière que dans l'ombre. Ouais. C'est pas forcément méga flagrant, mais l'ombre est autant importante que la lumière, que ce qui se passe dans la lumière. Ça c'est C'est, ouf, tu vois. Moi, il y a, je pense, 6 ans, 7 ans, il y a un photographe qui m'a dit c'est autant important ce qu'il y a dans le cadre ce qu'il y a hors cadre. Donc dans le champ et dans le hors champ. Et tu vois là ce que tu viens de dire, dans l'ombre et dans la lumière, je pense que c'est aussi puissant. Ouais. c'est hyper important. Ça se complète
extrêmement bien. L'ombre, enfin, la lumière n'existe pas sans l'ombre, nanana. Mais c'est vrai, et j'accorde autant d'importance à ce qui va être dans l'ombre, voire ce qui ne se voit pas, qu'à ce qui se voit dans la lumière. Et donc dans ma façon de composer les images, de retoucher après, de traiter les images après, effectivement, je fais pas de la retouche beauté, bon, à part, genre si t'as 3 boutons qui ont poussé dans la nuit, bon, si tu veux, je te les enlève, mais je vais pas amincir la modèle, je vais pas spécialement lui améliorer la peau, je vais pas l'amincir ou quoi, enfin, cacher les vergetures. Ah mon dieu, jamais. Jamais de la vie. La modèle, elle est comme elle est. Et le but de cette séance, après tout le travail qu'on a fait pour qu'elle soit à l'aise avec son corps, l'idée c'est pas d'en faire une photo de magazine, quoi, vraiment pas du tout. Mais en fait, donc je passe vraiment beaucoup de temps à retoucher les images. Est-ce que tu vas dans le détail, par exemple, de choisir la couleur de l'ombre, peut-être plus bleue, Oui. plus verte ou plus... Oui. En fait, voilà, ça va être un travail vraiment de détail, de subtilité. C'est ça, en fait. Mais je peins mes photos, en fait. Parce que à la main, je reviens repeindre toutes les lumières et toutes les ombres pour avoir une infime subtilité qui se demande: c'est une peinture ou une photo? Ouais, mais c'est ça, en fait. Et pourtant, mon but, c'est pas que mes photos ressemblent à des peintures tout le temps. Mais évidemment, à force, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et bon, il se trouve que ça ressemble à des peintures et que c'est un peu ma patte aujourd'hui. Quand même, tu vois. Oui. En fait, des trucs, tu le vois, tu te dis, qu'est-ce que c'est, tu sais, les dessins hyper réalistes et tout. Ouais. On voit que c'est de la photo, mais je trouve que c'est fascinant parce qu'on voit que c'est de la photo avec ce trait pictural, tu vois. Et c'est vraiment cette subtilité-là que je recherche dans mes retouches photos. Je vais venir passer 1000 ans dans des petits détails, effectivement, qu'on voit pas à l'œil nu comme ça, mais en fait, c'est l'accumulation de petits détails qui, inconsciemment, qui font la subtilité de l'image. Et inconsciemment, on se dit genre, ah ouais, enfin, il y a quelque chose de particulier. Et quand tu compares la photo avant-après, il n'y a pas tant de différence que ça. Et en même temps... Ouais. C'est vraiment la subtilité, quoi. Qui font toute la différence. Ouais, c'est ça. Parce qu'évidemment, il y a un traitement global de l'image sur la colorimétrie, sur la luminosité. Mais par exemple, je retouche que sur Photoshop. J'utilise pas Lightroom parce que c'est pas adapté à ma façon de traiter les photos. Et j'ai pas non plus de preset. C'est-à-dire que absolument chaque photo, je recommence tout. Énorme. Ouais, tu pars d'une feuille vierge. En fait, c'est ouf, en fait, ce lien avec le côté dessin, peinture. Bah ouais, parce que on pourrait se dire, je fais un copier-coller de mes réglages d'une photo à l'autre sur une séance. En fait, même ça, je peux pas me permettre de le faire parce que ça va pas être la même composition, il n'y a pas le même niveau de lumière, enfin de blanc qui prend la lumière, on va dire. Oui, puis surtout, comme c'est de la lumière naturelle, en fait, il suffit qu'un nuage passe. C'est plus du tout la même lumière. Donc, si j'applique mes réglages d'une photo à l'autre, mais rien à voir. Donc, je dois tout recommencer à chaque fois. Avec un rendu qui va pas te plaire, alors que de partir de base, tu as vraiment ta feuille blanche. Après, évidemment, je fais en sorte d'avoir une cohérence entre toutes les photos d'un set, mais je recommence tout à chaque photo. Et c'est un travail de titan. Mais c'est tellement long, péter des câbles des fois, mais j'aime ça. C'est ton travail aussi, du coup, ton rendu, ta patte, trop bien. On arrive vers la fin. Ok. Est-ce que... Alors, attends, je vais te poser une question. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans ouais. C'est loin, 10 ans. C'est long, 10 ans. C'est fait exprès, tu vois. En même temps, ça laisse le temps de mettre en place les choses. Tu vois, et tout, mais tu disais, tu vois, tout à l'heure, la peinture, la photo, le machin. Là, à la fin de 10 ans, t'as fait un chemin de fou, tu vois. Et en fait, il y a une phrase, je crois que c'est de Tony Robbins, qui dit on surestime toujours ce qu'on est capable de faire en un an, et on sous-estime toujours ce qu'on est capable de faire sur le long terme, tu vois, en 10, 15, 20 ans. Parce qu'en fait, en un an, tu te dis, je vais faire plein de trucs, tu te charges, et puis bon, t'as pas fait la moitié. Alors qu'en fait, en 10 ans, tu te dis, c'est loin, mais en fait, tu peux réaliser des trucs de fou, tu vois. C'est vrai. Donc, dans ton... Probablement que ça changera et tout, tu vois, mais dans ton rêve, dans ton monde idéal... Ouais, j'allais dire du coup mon rêve. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien qu'il se réalise d'ici 10 ans, ça serait cool. J'ai 2 objectifs. Déjà, mon objectif pictural, mon objectif dans la photo, c'est de réaliser une photo avec une composition avec plein de modèles et en faire une impression gigantesque, encadrée à l'ancienne et tout. Et je veux, en fait, mon souhait, vraiment mon goal, but ultime, c'est quand on se retrouve devant cette photo, c'est qu'on ressente la même émotion, enfin le même degré d'émotion que moi je peux ressentir devant le radeau de la Méduse. C'est
C'est incroyable, c'est mon tableau préféré, c'est une composition absolument dinguissime, c'est des couleurs, une colorimétrie, une émotion, waouh. Et j'aimerais pouvoir exposer une photo de cette ampleur, enfin qui donne autant de sentiments, autant d'émotions. Ouais, c'est mon but. Déjà, T'aimerais qu'elle soit exposée à quel endroit? En Italie. Voilà, mon rêve, c'est de faire une expo solo. Une expo solo en Italie, je sais pas où, évidemment à Florence, c'est le rêve, mais on verra si ça arrive, hein, mais faire une expo solo de mes peintures. De mes peintures. Ah oh, moucheron. Pardon. De mes photos. Dans une galerie, mais vraiment avec une mise en scène. Enfin, je veux tout gérer de A à Z, et je veux que ce soit une immersion complète dans mon univers, et avec plein de formats, des très grands formats, des tout petits formats, plein de choses. Voilà, je veux faire une expo solo en Italie avec des bêtes de pièces, quoi. J'adore. En fait, j'ai l'impression que tu veux recréer l'expérience d'une séance avec une personne Ah mais complètement, non mais oui. à grande échelle, avec un côté immersif, avec plein de monde, quoi. Exactement. Enfin, je veux dans l'exposition, dans la galerie, je veux qu'il y ait mon divan, je veux qu'il y ait mes tapis, je veux qu'il y ait des drapés, je veux que ce soit chez moi en fait. Et là prochainement, je projette de concevoir un espèce de divan en forme de coquillage géant, ou faire poser des modèles dedans, enfin un truc de malade. Ça va me prendre beaucoup de temps à réaliser. Et en fait, je veux que ce soit considéré comme une œuvre à part entière, et je veux pouvoir l'exposer aussi. En fait, je veux pas que de la photo, je veux aussi des accessoires que j'aurais pu créer, peut-être des vêtements. J'aime bien la couture, j'aime bien la création de vêtements. J'aimerais faire des créations intégrales de costumes brodés, perlés, nanana, et les exposer comme des pièces aussi. Et voilà, en fait, exposer mon univers plus que juste mon travail de photo. Et ça, dans 10 ans, c'est déjà audacieux. Ouais. et donc, ça, c'était le premier ou et le deuxième? Le premier, c'était de réaliser... à l'expo Non, de réaliser quelque chose de la même envergure que le radeau de la Méduse. Okay, et c'est pas rien, quand même. Ouais, c'est même un peu prétentieux de ma part. Mais, et deuxième, ouais, exposer en Italie un truc de folie, quoi. Enfin, le jour où j'ai fait ça. Dans une cathédrale. Non, il y a quoi? C'est quoi? Il y a un dôme, le dôme de Florence. Oh, putain. La toiture. Comment tu des cobichons Énorme. Là, c'est ouf. Ouais, non, mais c'est beau d'avoir des rêves, mais après, voilà, tranquille. Je me mets pas la pression, parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même, pour un peu faire un bilan de tout ça, c'est toute ma vie, j'ai essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi. J'ai essayé de rentrer dans des cases. J'ai essayé de porter un masque gentil, professionnel, amical, très, très rangé. Et avec ce métier-là, dans la photo, c'est un métier que je me suis construit sur mesure. Et dans ce métier-là, j'ai toujours suivi mon instinct. Et vraiment, je me suis fait confiance qu'à moi sur ce projet-là. J'ai dit non à tout ce qui me plaisait pas. Je ne fais que ce qui me plaît. Je fais pas de photos de mariage. Je fais pas j'ai un style, des sujets très particuliers que j'ai choisis parce que ça me fait plaisir de les prendre en photo. J'accepte pas de projets qui me font pas plaisir. Et le fait d'être intégralement moi-même dans ce métier-là, et du coup de ne pas porter de masque, d'être juste moi-même pendant des séances photo, me permet d'être heureuse. Et c'est incroyable de pouvoir faire un métier où je suis pleinement heureuse et je suis pleinement moi-même. J'ai même pas l'impression de jouer un rôle de quelqu'un d'autre, de chef d'entreprise ou quoi. Pas du tout. Je suis juste Clémentine. Et je suis trop fière d'avoir la reconnaissance que j'ai aujourd'hui dans ce milieu-là, en étant juste moi. En me disant que moi, ça a de la valeur. Et je trouve ça super beau. C'est une méga victoire, quoi. C'est ouf. En fait, c'est une très belle conclusion. ma dernière question, c'était si tu devais donner un conseil. Tu vois, j'ai une audience de photographes, beaucoup de photographes pros, qui justement vont avoir tendance à pas à s'écouter ou à douter de la faisabilité de leur projet, à te dire est-ce que je peux vraiment faire ce qui me plaît profondément et tout. Moi, ma vision, c'est plus tu fais ce qui te plaît et plus tu mets d'énergie là-dedans et plus tu arrives à le partager et plus tu es à ta place. Mais en fait, tu as tout dit, quoi. C'est infiniment plus facile de réaliser des choses, des grandes choses, en restant soi-même, en faisant ce qui nous plaît, en étant fidèle à soi-même et à ses valeurs, plutôt qu'en essayant d'imiter quelque chose, en essayant de correspondre à... Mettre des masques. Correspondre à la société, enfin...
waouh, il est temps qu'on envoie bouler tout ça et juste qu'on soit soi-même parce que être soi-même c'est déjà super beau, c'est déjà très courageux d'être soi-même. C'est pas facile tous les jours, hein, on va pas se mentir, hein, mais être soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, la plus belle marque de confiance qu'on puisse donner à nos clients aussi. Donc, je trouve que en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même et au monde finalement. Exactement. Parce qu'on a besoin de voir qu'on peut être soi-même. Mais il y a une authenticité en plus qui se ressent dans le travail après qu'on fournit. C'est essayer de faire quelque chose de beau parce que c'est ce qu'on a vu partout ailleurs et juste être fidèle à soi. Moi, je suis fidèle à toutes mes inspirations depuis toute petite. Je me rappelle très bien de mon voyage à Florence quand j'étais petite, hein, et c'est pour ça que je vais exposer à Florence plus tard, évidemment. Mais juste s'écouter, et c'est pas facile, hein, ça prend beaucoup de temps, mais ça se fait naturellement. Quand on a trouvé ce qu'on aime et qu'on a décidé de le faire comme on voulait, soyez vous-même, quoi. Énorme. C'est génial. C'est trop bien d'être soi-même dans la vie. C'est trop bien. Bon, Clémentine, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter? Tu te dis, là, je ne l'ai pas dit, c'est important. Merci. Merci à merci toi. beaucoup de me suivre, de suivre mon travail et merci de me soutenir infiniment. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir vivre quand même de tout ça. Certes, je suis moi-même, tout ça, c'est bien beau, mais sans audience, c'est compliqué. Et merci de suivre mon travail. Et merci à tous mes modèles qui m'ont fait confiance. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Les personnes qui veulent te réserver une séance ou voir ce que tu fais, ils peuvent aller où? Sur Instagram, c'est là que mon travail est le plus mis à jour quotidiennement. Donc Clémentine Art Gallery, c'est très pompeux comme nom. Tu mettras le lien, ce sera mieux. Je déteste ce pseudo. Donc sur Instagram, j'ai un site internet aussi. Et voilà. Sinon, on peut me contacter par DM sur Instagram ou par mail. Et voilà. Mais ne pas hésiter, tout le monde est le bienvenu dans mes messages. Il n'y a pas de souci. Venir à Avignon directement? Ah oui, parce que oui, chose importante, je ne me déplace pas pour faire des photos. Il faut venir à Avignon. Si vous voulez vivre l'expérience, il faut venir à Avignon. Hein, franchement, Avignon, c'est pas dans le pire des endroits. Il y a pire. Un petit week-end et tout mais pour oui, faire une séance. Il y a pire dans la vie. Voilà, il faut vraiment le vivre comme une expérience et se dire qu'en venant chez moi, c'est aussi s'imprégner de mon univers et c'est trop important. J'ai vu la différence en faisant des photos dans d'autres villes et du coup en emmenant très très peu d'accessoires avec moi parce que je suis dans le train. Je vais pas emmener des colonnes dans le train. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir, du coup. Et c'est pas pareil. Ça n'empêche pas de faire des belles photos, mais à savoir que chez moi je maîtrise les lumières, j'ai tous les accessoires qui sont là, beaucoup plus de liberté dans ce qu'on peut créer. Et c'est trop bien. Certes, c'est un coût de venir à Avignon, mais ça vaut le coup. Voilà. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup à toi. Pour ce que tu as partagé, pour ta sensibilité, parce qu'on sent que tu fais les choses avec amour et je pense que c'est un beau message. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci à Clémentine pour tout ce qu'elle a partagé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres interviews passionnantes. N'hésite pas à aller la découvrir sur Instagram, à laisser un message, un commentaire si tu es sur YouTube, à venir aussi sur mon compte Insta si tu nous écoutes sur le podcast. Et je te dis à très bientôt.